Bon, alors bonjour à toutes et à tous, pour tout le monde aussi. Donc on rappelle que le cours est dédié à la mémoire de Claude André Lévy Chebonel Ben Hélène, qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël, et aussi pour Daniel Bat Hélène, et aussi pour la réfoua, la santé de Pierre Shimon Ben Hélène, Gilles Michael Ben Hélène, Solange Sarah Bat Hélène, Nicole Bat Marguerite, Elia Bat Agnès, Muriel Bat Ginette et Thomas Ben Sandrine. Et la réussite matérielle et spirituelle pour toute la famille Charbonnet. Bon. Et après le cours, on rajoutera d'autres noms. Alors, donc, vous savez que c'est marqué dans le Passouk, Hachem oz lamoiten, Hachem yevarech et amo bashalom. Hachem a donné la puissance à son peuple et Hachem a béni son peuple par la paix. Alors, il y a cette notion-là bizarre de paix sur laquelle on va essayer de réfléchir. Que le mot shalom en hébreu, qui veut dire la paix, d'accord, en français, qui veut dire la paix, oui, en hébreu c'est shalom, ça vient de shalem. Shalem c'est entier, complet, d'accord. Maintenant, quand on parle de quelque chose qui est complet, ça veut dire que ça sous-entend qu'avant ça, il y avait quelque chose qui était incomplet, qui ensuite est devenu complet. Maintenant, complet c'est shalem en hébreu, chasser c'est le contraire, c'est manquant, d'accord. Maintenant, quelqu'un ne peut pas avoir le sentiment de plénitude, d'être complet, s'il n'a pas eu le manque. Oui, celui qui a faim, d'accord, alors il est rassasié quand il a mangé. Celui qui a la problématique de la question, alors il est satisfait de la réponse. D'accord. Celui qui a un problème, il est content d'avoir la solution. Maintenant, donc on ne peut pas avoir le sentiment d'avoir atteint quelque chose, ou d'avoir réussi quelque chose, ou d'avoir construit quelque chose, si on n'a pas la problématique. D'accord. Un peu comme dans la vie. D'accord. Il y a un principe qui s'appelle la bonté. D'accord. Maintenant, la bonté ne peut exister que s'il y a le manque. D'accord. Parce que la bonté, elle vient pour combler un manque. Et d'un autre côté, la reconnaissance, elle ne peut exister que s'il y a eu la bonté. Vous me suivez toujours? Ouais. Et l'amour, c'est la combinaison entre la bonté et la reconnaissance. C'est que quand d'un côté, quelqu'un donne et de l'autre côté, l'autre reconnaît, l'autre dit merci, ça s'appelle chesed ve'akaratatov. L'amour et la reconnaissance, la bonté et la reconnaissance, ça crée l'amour. Et l'amour, c'est Ahava en hébreu. Et Ahava, vous savez que chaque lettre dans la Torah, dans l'alphabet juif, a une valeur numérique. Et la valeur numérique du mot Ahava, c'est 13. Et 13, c'est la même valeur numérique que Echad. Et Echad, c'est 1. Donc en fait, aimer, c'est faire 1. D'accord? Maintenant, comment on va faire 1 puisqu'on est différent? Parce que la Gemara dit que Shem Shepartzufem Shonot Kardatem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire qu'en vérité, le vrai malheur, c'est qu'on est tous différents. C'est pour ça que Sartre, le très connu, l'inventeur des Tartrans, ouais, il a dit l'enfer c'est les autres, d'accord. Il avait raison, il avait tort. En vérité, pourquoi? Parce que c'est quoi le paradis pour les gens qui s'adorent? C'est eux. Par exemple, il y a beaucoup de gens quand ils disent je t'aime, c'est-à-dire en vérité, je t'aime parce que tu me confirmes qu'en m'aimant, j'ai raison de m'aimer. Et comme je m'adore, donc plus j'ai de gens qui m'aiment, plus ça me prouve que j'ai raison de m'aimer. Donc en vérité, c'est pas je t'aime. Le T apostrophe, il saute, il reste je m'aime et toi tu t'aimes. C'est-à-dire toi tu t'aimes en ma présence et moi je m'aime en ta présence. Mais je t'aime, il faut que le je et le T ils soient différents. Et bien c'est compliqué puisqu'on a dit que aimer c'est faire un. Et c'est difficile de faire un. Pourquoi? Puisqu'on est tous différents. Donc quand il a dit l'enfer c'est les autres, ouais, il avait raison ou il avait tort? En vérité, la réalité, c'est ça, mais le projet, c'est le contraire. C'est qu'on ne peut pas aller au monde futur sans l'autre. En vérité, le paradis, c'est l'autre. En vérité, le paradis, c'est la différence de l'autre. Le problème, c'est que pour commencer à voir l'autre, il faut s'oublier à soi. Et ça, c'est... Le mot le préféré de l'homme, c'est « je ». Des fois même, il en fait un Dieu, parce qu'il le dit « si Dieu veut, je fais ce que Dieu veut ». Ouais. Donc Dieu, le je devient Dieu. Et c'est normal, pourquoi? Parce que pour les gens qui n'ont pas eu le temps de faire de la géographie un peu kabbalistique, mais très très simplifiée, la personne est faite en 3 parties. Il y a le corps, de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon la destinée pondérale de chacun. La neshama, l'âme, maintenant nous on appelle l'âme, l'autre il appelle l'intrinsèque moelle, l'autre il appelle l'essence de l'impulsion première, l'autre il appelle le lien cosmique immense, universel à l'énergie première. Chacun il l'appelle comme il veut, c'est pas très grave. Ouais. Mais on sait que chacun d'entre nous a une âme qui est totalement divine, un corps qui est totalement de la viande, et au milieu il y a le nefesh, le psychique, le moi, le je. Et après un homme il va décider
s'il va vers son corps, et donc il devient un consommateur, et ça peut s'écrire en deux mots, ouais, ou alors il tend vers son âme, d'accord, d'abord vers son esprit, après vers la transcendance, à la méditation, la prophétie, et le non-temps de l'âme. Donc, où il va aller vers son l'essentialité, ou alors il va aller vers la grossièreté, la matérialité. Maintenant, entre les deux, la personne, elle se définit. Il dit, cette logique-là, elle fait que pour que l'homme ait de grandes ambitions, alors il a besoin d'être lié à quelque chose qui n'a pas de limite. Or, c'est ça la différence entre le corps et l'âme. Le corps, c'est de la matière. La matière a été créée. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. C'est une loi mathématique. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas la religion qu'il faut rejeter. C'est le cerveau. D'accord. Donc, le corps est limité. L'aneshama est illimité. Parce que l'aneshama, l'âme, c'est un morceau de Dieu. D'accord. Donc, elle est au-delà du temps, au-delà de la matière. Elle est illimitée. Donc, on a quelque chose d'illimité en nous et on a quelque chose de limité. D'accord. Donc, maintenant, après, la personne, elle décide. Est-ce qu'elle dépend de ce qui est illimité en elle ou non? Moi, j'ai posé la question, par exemple, à des neuropsychiatres ou quoi, je leur ai dit, mais comment un homme, il peut dire toujours? Comment un homme, il peut dire jamais? C'est bizarre. Comme quelqu'un dit à une femme, je t'aimerai pour toujours. Alors, tout le monde sait que le corps va dégénérer. Je dirais, elle va changer, d'accord? Donc c'est quoi pour toujours? Pourquoi l'homme, il parle d'éternité? Je dis, d'après vous, on est de la viande. Oui, d'après les médecins, on est de la viande. Ça va? Oui, on est de la viande. La viande, elle a un début, elle a une fin. Donc quelque chose de fini ne peut pas conceptualiser l'infini. D'où il va l'avoir par l'imagination. Donc il le contient. Donc on contient l'infini. Si on contient l'infini, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est infini. Mais c'est pas nous, puisque nous, on est fini. Donc après, la question, c'est de savoir, et c'est pour ça qu'on peut envisager l'infini, qu'on peut envisager le non-temps, l'infini temporel, l'infini matériel. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, on contient l'infini. Maintenant, le fait de contenir l'infini, ça fait que notre jeu, il est placé entre notre âme qui est infinie et notre corps qui est fini. Donc, il va décider où il tend vers son âme et il va chercher l'infini. Donc, même en dehors de la religion, ouais. Une fois, je me bagarre avec un prof de maths. Parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je ne suis pas limité par la connaissance. Donc, il m'a dit, oui, vous les religieux, je dis, bon, écoutez, arrêtez, écoutez, on ne peut pas être antisémite et juif en même temps, c'est compliqué. D'accord. Donc, je lui ai dit, mais regardez, un point dans l'espace, un point, 2 points. Entre 2 points, on peut faire un segment de droite, d'accord. Mais entre 2 points, on peut faire passer quoi aussi? Une droite. Jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini. J'ai la différence entre vous et moi, c'est très simple. Moi, je prolonge la droite, vous arrêtez la droite. D'accord? Est-ce que quelqu'un va dire, oui, mais enfin, ça reste quand même une lecture religieuse? Non, c'est une lecture logique. Ouais. C'est comme si tu dis à ta femme, tu veux l'épouser, tu dis, écoute, je t'aimerai tant que tu seras jolie, tant que tu me feras ce que je veux, tant que tu aimeras ma mère, tant que... Tu as dit, va chez ta mère. Ah non, alors je dis, je t'aimerai pour toujours. Donc c'est bizarre que dans le couple, tu es d'accord que la droite, elle va jusqu'à l'infini, ouais. Mais après, dans la réalité physique, tu dis, bon, c'est pas évident, c'est difficile, et puis en plus, la crémière, elle a des qualités morales extraordinaires, d'accord? Donc c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. C'est qu'en vérité, tu parles de l'infini, tu envisages l'infini, mais tu ne vis pas en fonction de l'infini. Maintenant, l'infini, c'est quoi? L'infini, c'est aussi la solution, c'est aussi l'espoir, c'est aussi la lumière. C'est que la matière ne produit pas de lumière. Par exemple, là, la bouteille, vous la voyez là ou non? Oui, non. Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord. Donc, vous la voyez. Donc, un chien aveugle. D'accord. Mais en vérité, ce n'est pas la bouteille que vous voyez, vous le savez. C'est le reflet de la lumière sur la bouteille. C'est-à-dire qu'en vérité, la matière elle-même n'est pas lumineuse. D'ailleurs, si vous êtes dans une pièce qui est entièrement éteinte, entièrement dans l'obscurité, vous ne voyez rien. Quand vous allumez la lumière, vous voyez quoi? Vous voyez la lumière. Vous voyez quoi? Les objets? Non, vous voyez la lumière qui se reflète sur l'objet. C'est-à-dire que la lumière elle-même n'est pas génératrice. La matière elle-même n'est pas génératrice de lumière. Or, la lumière, dans les notions kabbalistiques, d'ailleurs, qui sont reprises par les francs-maçons, la lumière, elle représente la volonté. D'accord? Donc, en vérité, quand je regarde un objet, quand je dis j'ai un esprit éclairé, en vérité, c'est quoi? C'est l'expression de ma volonté qui fait que l'objet rentre dans ma sphère existentielle. D'accord? En physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Quelqu'un a la conscience d'une réalité, la réalité elle existe. La réalité dont tu n'es pas conscient n'existe pas. Tu dis, mais elle existe, mais sans que je le sache. Ça ne s'appelle pas exister, ça. Ouais. De la même manière, quelqu'un, il essaie d'imaginer l'intelligence de son conjoint. C'est des choses qui n'existent pas. L'amour de sa belle-mère, c'est pas grave. D'accord, donc... bouge pas, lui. Hein. Oh là. Ça va?
Non, vous savez que la congélation a été inventée par le professeur Picard. Et Picard l'a dit, hein, un congelé vaut mieux que deux tu auras. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est que... Non, c'est bien, c'est bien. Non, il faut rester concentré, mais en un seul mot. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, on contient une âme qui est infinie. D'accord? Maintenant, le problème après, ça va être de décider, est-ce que mon jeu, il est représenté par mon âme, et donc je peux avoir des visions infinies, même en dehors de la religion, ouais, avoir des grandes visions, être visionnaire, être au-delà de la réalité, où il y a des gens qui disent non, non. Qu'est-ce que tu vois? L'autre il dit je vois un terrain vague. L'autre il dit non, je vois 6 000 appartements, une plus-value de 113 milliards, mais il n'y a rien. C'est un terrain vague. Pourquoi ça s'appelle un terrain vague? Parce qu'il n'est pas net, d'accord? D'accord. L'autre il dit il y a un terrain. Ouais, c'est pareil, il y a quelqu'un qui te montre un produit, tu dis ah, regarde ça. Il y a rien, il va dire ouais, c'est une bouteille d'eau. Il dit t'es fou, c'est 17% de pénétration du marché, alors une plus-value de 150 milliards par an, avec une possibilité d'ouverture sur des sous-produits. Pourquoi quelqu'un y voit le potentiel et l'autre y voit le réel? Pourquoi quelqu'un y voit l'extériorité et l'autre y voit l'intériorité? Pourquoi? Après, le Maharal de Prague il dit Dvarim asichli mena mitachat azman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est-à-dire que le monde intérieur, en vérité, il est intemporel. Mais il est aussi illimité. Par exemple, pourquoi quand on a une angoisse, elle se développe à l'infini? Et pourquoi quand tu l'exprimes, elle prend une taille? Moi, les gens, ils viennent, ils ont des angoisses. Ils me disent, ah, mais Chétri, je suis pas bien, j'ai souffert, ma mère m'a fait du mal, mon père m'a pas allaité. Il faut voir les traumatismes qu'ils ont, les gens, d'accord? Alors, je lui dis, écoutez, écrivez ça sur un papier. Le gars, il dit, je pourrais pas, j'ai trop à dire. Je dis, j'offre la première ramette. Combien tu vas écrire? Victor Hugo. Regarde, en une ligne, mon frère m'a abusé de moi sexuellement pendant 1 an. Tu as vu ce qu'on écrit en une ligne? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rajouter la couleur de papier peint, l'ambiance dans la rue, genre Mauriac. Non, tu écris ton problème. Maintenant, quand tu l'écris, il sort. Quand il sort, il prend une taille. C'est pour ça que les psychologues, après les traumatismes, ils se font parler. Ouais, parce qu'il faut que ça sorte. Maintenant, en réalité, c'était déjà écrit dans la Gemara. Ouais, il y a déjà 2000 ans que la Gemara, elle dit que Dibour Zekhatianacha, la parole, c'est la moitié de la consolation. Donc il faut parler. Pourquoi? Parce que quand tu parles, tu exprimes. Quand tu exprimes, c'est à l'extérieur. Quand c'est à l'extérieur, ça prend une taille. Quand ça prend une taille, c'est un début. Quand c'est un début, ça a une fin. D'accord? C'est pour ça que les gens, ils ne veulent pas exprimer leurs problèmes. Ils disent, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à parler. Mais en vérité, quelque part, ils sont aussi complices de la perpétuité. Parce qu'il faut comprendre une chose. Une chose qui arrive une fois, c'est un accident. Mais une chose qui dure 10 ans, c'est un phénomène. Or, un phénomène ne peut se perpétuer que si tous les participants au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Ils me disent, les gens, oui, je suis marié avec un fou, ma femme est une pervers narcissique. Je lui dis, mais ça fait combien d'années? Il me dit, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Je dis, alors, et si vous me parlez de la culpabilité du bourreau, il va falloir qu'on parle de la complicité de la victime. Exactement. Ah, mais vous ne le connaissez pas, il est spécial, il est... Je sais pas moi, si j'ai un gars en face de moi et j'essaie de l'étrangler, il va se défendre. Si l'autre il dit, bon bah attends, installe-toi bien, parce qu'on en a pour quelques années. D'accord? Tu vas avoir des crampes. C'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, en moi, j'ai une dimension qui est finie, d'accord? C'est le corps, et une dimension qui est infinie. Et moi, je décide de quoi je participe. Ouais? Ou je suis dans l'essentialité, ou je suis dans l'extériorité. Même nous, dans la Torah, on a ce qu'on appelle Chomer ve Tsura. Chomer, c'est la matière, et Tsura, c'est la forme. En vérité, par exemple, en physique, ça s'appelle l'énergie et la structure énergétique de la matière. C'est-à-dire, au départ, il y a juste une masse d'énergie, une masse d'atomes, d'accord? Et ensuite, il y a une énergie qui relie ces éléments-là. Maintenant, ça s'appelle le Chomer et Tsura, comme le fond et la forme. C'est comme l'essentialité et la superficialité. Maintenant, Albert, qui était d'une intelligence relative, quelque part, Einstein, il a dit que à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. C'est très intéressant, d'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Le Maharal de Prague, ouais, qui est un grand kabbaliste, il a dit que, en fait, il a dit Atsura enad mitachat azman, c'est-à-dire la dimension essentielle, structurante, ouais, elle n'est pas soumise au temps. Ça veut dire que le monde extérieur, il est dans le temps. Mais le monde intérieur n'est pas dans le temps. Vous me suivez ou non? Comme on l'a expliqué, le monde intérieur de l'homme, il n'est pas soumis au temps. Le monde extérieur, il est soumis au temps. Tu vois, à l'extérieur, les cellules, les trucs, la vieillesse, les cheveux blancs, ça bouge. À l'intérieur, si tu prends une photo, tu l'imprimes sur un papier, au bout de 10 ans, elle est jaunie, elle est cornie, elle est usée. Mais si tu prends une photo numérique, tu la gardes, elle ne s'use pas. Alors à l'intérieur, les images que tu gardes à l'intérieur, elles ne s'usent pas.
C'est pour ça que la Gemara a dit Mahashava Kacham Imaase. Ouais, la pensée, c'est plus dur que l'acte. Parce que tu as subi quelque chose physiquement, tu vas oublier, même avec qui ça s'est passé. Mais ce qui est rentré dans ton intériorité profonde, ça ne suce pas, c'est un fichier. Ouais, comme un fichier. C'est pour ça que ça s'appelle fichier, parce que ça crée des problèmes quelque part. C'est pas grave. Ouais, donc maintenant. Non, non, je ne sais pas, parce que j'ai besoin de votre réactivité pour savoir si vous suivez, puisque. Faites-moi semblant. C'est très bien. Non, parce qu'en vérité, pour essayer de donner du mérite à la personne, donc on essaie de dire quelque chose de valeur. Maintenant, quelque chose de valeur, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées, il y a un certain rythme, et après, non, vous ne pourrez pas répéter, c'est impossible, d'accord? Intellectuellement, ce n'est pas absorbable, mais vous pourrez suivre. Après, vous aurez une image globale. Comme le cours est enregistré, si vous voulez, vous pourrez le réécouter et prendre les 8 prochaines années pour essayer de comprendre, d'accord? Mais au moins déjà, vous pouvez suivre. C'est comme quand tu vois un TGV passer, tu peux dire qu'il y a un train qui est passé, mais tu ne peux pas décrire les passagers. Ça s'appelle TGV, Torah grande vitesse, d'accord? Donc maintenant, quand la personne, elle comprend ça, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de moi quelque chose qui est infini. Infini dans la temporalité, infini dans la matérialité, d'accord? Maintenant, infini dans la matérialité, il y a deux manières de comprendre. Soit c'est un objet qui est grand à l'infini, soit c'est un objet qui n'a pas de taille. D'accord? C'est-à-dire que l'infini dans la matière, c'est de la non-matière ou c'est de la matière qui a une taille infinie. Comme l'infini dans le temps, est-ce que c'est un temps qui dure ou c'est du non-temps? Maintenant, il faut comprendre une chose qui est très importante. L'essentialité est en dehors du temps. Donc tu vois, par exemple, quand tu aimes quelqu'un ou tu aimes quelque chose, tu ne sens pas le temps passer. Mais quand tu ne l'aimes pas, tu dis dommage que je ne suis pas morte hier. D'accord? Mais c'est une façon de parler, tout le monde sait que la réalité est bien pire. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est de dire qu'en vérité, il faut décider est-ce qu'on va être dans le temps ou dans le non-temps. Tu vois, les gens qui aiment le travail, ils ne sont pas fatigués. Les gens qui n'aiment pas, ils traînent les pieds, leurs pieds se fossilisent avec le parquet parce qu'ils ne veulent pas y aller au fond. Ouais. C'est comme deux fous qui étaient sur un tandem. En Corse, en plein été, il faisait 44 degrés. Ils pédalent pour arriver en haut de la côte. Et ils s'écroulent de fatigue. Ouais. Le premier, il se lève, il dit heureusement que j'ai pédalé, sinon on ne serait jamais arrivé en haut. Le deuxième, il dit heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. Si vous allez dire, bah, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve. Non, en vérité, non, parce que même dans un couple, vous remarquez bien, il y en a toujours un qui pédale, un qui freine. Dans une société, il y a toujours 3 vendeurs qui font le chiffre d'affaires et les autres qui disent ouais, pour qui ils se prennent cela, mais ils foutent rien. D'accord? Et dans la personne elle-même, il y a le côté enfant, il y a le côté adulte. Il y a celui qui veut s'en sortir et celui qui est bien content de son statut de victime, que Dieu fasse qu'il ait la carte d'handicapé. Mais t'as tes jambes, t'as tes bras, t'as ton cerveau, vas-y, bouge. Oh non, c'est trop dur. J'ai tellement souffert que je me rappelle même plus pourquoi. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est qui tu es toi? Tu es celui qui bouge ou celui qui reste sur place? Mais encore une fois, ça vient de quoi? Ce qui bouge, ça vient de la volonté et la volonté, elle vient de l'âme. Le corps n'a pas de volonté. Le corps, c'est comme une boule de billard. Elle attend que tu tapes dedans. Il est comme ça, têtu, jeune, psychorigide, marocain, comme vous voulez, d'accord? Donc, il attend. Il y a des gens comme ça. On dirait des serviettes hygiéniques. Des serviettes hygiéniques. Parce que le temps passe. C'est pas grave, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Elle s'est calme. Elle n'a jamais vu un rabbin comme ça. C'est normal, il y avait un seul modèle, ils l'ont cassé. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, la personne, elle doit comprendre que puisqu'au niveau de la neshama, ça bouge, et au niveau de la matière, ça ne bouge pas, parce que vous avez bien compris que la matière, pour la faire bouger, il faut créer un mouvement. Créer un mouvement, c'est créer une pression. Ça s'appelle le syndrome du dentifrice. Il y a des gens qui ne bougent que quand tu appuies dessus. Genre, ils vont te payer la dette, ils payent leur loyer le 48 du mois. Ils payent la dette à la mort du créancier. Ouais. Ils envisagent de fêter le mariage après le divorce. Il y a des gens comme ça, ouais. Ce qu'on appelle des blatas. Des lourds, des immobiles, des fossiles. Ouais. C'est une marque de montre d'ailleurs, mais elle ne marche pas. Le temps s'est arrêté. C'est la marque fossile, elle ne marche pas. Tu dis, mais le temps est arrêté. Ben, c'est un fossile. Tu n'as déjà vu un fossile qui court, toi? Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la neshama, puisqu'elle est dans le mouvement, elle crée l'espoir. Le corps, lui, il ne crée pas de l'espoir. Il crée de la tristesse, le corps. C'est pour ça que d'ailleurs que les gens qui sont très très matérialistes sont obligés de prendre des vitamines illégales pour avoir un peu de joie.
Parce que la joie, l'espoir, il vient de la neshama. Mais au milieu, il y a le jeu. Et le jeu, il décide où il va nourrir en prenant de l'énergie de son âme, et donc de l'espoir, ou il va nourrir de l'énergie de son corps. Maintenant, dans les phénomènes cartésiens, les sociétés de consommation, on leur dit, si, quand tu auras le prochain téléphone, quand tu auras une voiture de plus, quand tu auras une maîtresse, quand tu auras la chance de vivre la vie, la vraie, la vie au champ, d'accord? Ou alors tu crois que... Et pourtant, les gens, ils remplissent les caddies, ils achètent des maisons, ils trompent leurs femmes, ils sont toujours pas heureux. Vous savez qu'en France, on est un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Alors, on a tout pour vivre. Tu vas à Calcutta, d'accord? Le gars, il a 12 gosses, il vit sur un morceau de trottoir, toute la journée en train de rigoler. Ouais. Et le soir, il t'invite à manger. Il dit, viens manger, on a un bol de riz pour 12. Tu dis, non, ça va aller, je ne vais pas vous faire manquer. Ouais. L'autre, il a la maison, l'autre maison, le compte en banque, le truc, les 4 téléphones, les 2 voitures, la maison à la campagne, la maîtresse, les enfants. Il est toujours en train de pleurer. Il y a la marre, j'arriverai jamais. Je m'en sors plus. J'ai plus le goût de la vie. Il se lève le matin, je suis mort. Il rentre le soir, je suis crevé. Sa femme, elle ne sait pas si elle doit appeler le SAMU, elle ne sait pas. Tout le temps en train de se plaindre, en train de râler. D'ailleurs, il grossit, il perd ses cheveux, ouais, et il parle que du passé. On dit le Bouddha. Il s'assoit par terre comme ça, il ne bouge plus. Tu essaies de lui parler, il ne bouge pas. Toujours. Il Bouddha. Il y en a qui boudent toute leur vie. Ça s'appelle des jusqu'au-bouddhistes. Tu lui dis, mais enfin, il faut passer à autre chose, il faut évoluer. Non. Ça s'appelle la mort avant la mort. Tu sais comment on appelle la mort avant la mort? Remords. Il est mort et il remord. Toute la vie, des remords. Ouais. La Gemara, elle le dit aussi. La Gemara, elle dit Rechaim le'im charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Alors, c'est quoi les regrets? C'est la vie que je n'ai pas vécue. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas vécue? Ah, parce que tu dis, parce que je n'ai pas eu l'occasion, parce qu'on ne m'a pas donné ma chance, parce qu'on ne m'a pas aidé, parce qu'on ne m'a pas aimé. Non. C'est parce que quand elle s'est présentée, la vie, tu n'étais pas là, toi. Ben, il faut quelqu'un. Vous parlez français quand même, non? Ouais. Un, c'est quoi? Un, c'est unique. Quelqu'un. Maintenant, quand toi, tu ne révèles pas le côté unique en toi pour être quelqu'un, tu vas être quelconque. Mais quelconque. Vraiment, le quelconque. Ouais. En hébreu, Ani, c'est je, et Aïn, c'est N. Aïn, c'est le néant, c'est la négation. Donc, ou tu es Ani, tu es moi, ou tu es rien. Comme en français. En français, il y a le mot personne et le mot personne. D'accord? Maintenant, il ne faut pas te plaindre qu'on ne te donne pas le respect qui est dû à la personne, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu es personne. Maintenant, la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Mais pour être quelqu'un, il faut révéler le un qui est en toi, le unique. Mais comme toi, tu veux être comme tout le monde, et que tout le monde, c'est personne, donc c'est pas en essayant d'être comme tout le monde que tu vas devenir quelqu'un, puisque tout le monde, c'est personne. Donc tu deviens personne. Quand tu deviens de personne, ça devient même ta définition. D'ailleurs, c'est connu, c'est une thèse en psychiatrie qui s'appelle « Mon nom est personne », qui a été reprise ensuite. C'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun, quand même. Hein. Bon, j'aurais pu parler à un plat d'asperges, tu me diras. Bon, alors donc c'est quoi l'idée? L'idée. Ouais. Ça va là-bas? Ça se passe bien? Oui. Ah, mais en plus, ils ont le micro. Ils sont sages, mutez-les. Non. Bravo. Hein. Si vous sentez que ça va passer vite, je peux accélérer encore. Hein. D'accord. Non, je vous explique. Le projet du cours, c'est de gagner 10 ans. Si on n'a pas gagné 10 ans dans un cours, ça ne m'intéresse pas. Moi, la vérité, je n'ai pas le temps. Donc, c'est quoi l'idée? C'est très, très important. C'est qu'on a dit que l'espoir, en vérité, il vient de l'âme. Il ne vient pas de la matière. Donc, le jeu, il est dans le choix ou du désespoir de la matière, parce que la matière, elle est désespérante. Parce que combien de fois tu peux revoir la vache et le prisonnier? Ouais. Combien de fois tu peux rêver que le bonheur, il est chez la voisine, et quand tu arrives chez la voisine, tu te rends compte qu'en fin de compte, elle est dure comme un roc. D'ailleurs, ça s'appelle roc... D'accord. Et de l'autre côté... Restez calme. D'accord. Et de l'autre côté, tu as l'âme. Et l'âme, elle produit l'espoir. Et l'espoir, il est infini. Oui. Alors, on est entre les deux. Alors, écoutez bien. L'espoir, c'est une énergie. D'accord? Espérer, c'est mettre de la vie dans quelque chose. Donc, quand je mets de l'espoir dans la matière, ça amène du désespoir. D'ailleurs, on le dit, un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Donc, ça a l'air d'un jeu de mots comme ça. Mais Alain Decaux, il aurait écrit un bouquin avec ça. Ouais. Donc, en vérité, c'est quoi le désespoir? C'est le cumul d'espoirs non réalisés. Maintenant, quand toi, tu espères dans quelque chose qui génère du désespoir, ça ne peut pas s'améliorer.
Combien de fois des femmes, elle m'a dit, Rabbi Chetri, j'ai essayé, je lui ai parlé, j'ai truqué, j'ai écouté madame, vous épuisez depuis des années à puiser dans un puits épuisé. C'est comme si tu marches 4 km avec ton seau, tu arrives au puits avec une soif de malade, tu jettes le seau, ça fait tac. Tu dis mince, il n'y a pas d'eau. Bon, tu repars, tu rentres à la maison, tu dis bon, je prends sur moi. Et puis après, tu as soif. Tu retournes au puits, tu rejettes le puits, tu rejettes le seau, tu entends tac, oh, il n'y a pas d'eau. Donc tu t'épuises à puiser dans un puits épuisé. La matière ne donne pas l'espoir. Ouais. Par contre, l'âme, elle donne de l'espoir. Maintenant, malheureusement, souvent, pour retrouver l'espoir, il faut se désespérer de son désespoir. Bon, je vais te traduire en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Écoutez bien. Vous savez, on dit en français, des fois, pour remonter, il faut toucher le fond. Ouais. Des fois, il faut arriver au dépôt de bilan pour s'en sortir. Des fois, il faut que le couple soit à la limite du divorce pour que les gens ils se reprennent en main. Ils disent, allez mon amour, je t'aime, je ne veux pas divorcer. Tac. Bon, pourquoi il faut toucher le fond, ouais, pour remonter? Pourquoi le jour... Attends, là, maintenant, je vais dire quelque chose d'extrêmement violent au niveau philosophique. Je ne sais pas si vous aurez le réceptacle intellectuel pour l'absorber. Pourquoi le jour se lève au bout de la nuit? Je dis, ben, c'est un phénomène cyclique, ça arrive à peu près une fois par jour. Ouais. Oui. Faites-moi le crédit de ne pas penser que je suis un idiot. Il fait jour, il est 4 heures de l'après-midi. Il est 6 heures du soir, il fait nuit. À minuit, il fait plus nuit qu'à 6 heures. À 3 heures du matin, il fait plus nuit qu'à minuit. À 5 heures du matin, il fait plus nuit qu'à 3 heures. Et à 6 heures, il fait jour. Tu peux m'expliquer, toi, comment à force de brouiller du noir, tu crées du blanc? Pourquoi le jour se lève au bout de la nuit? Alors je dis pourquoi. Parce que la matière, elle crée le désespoir. Donc la seule manière de retrouver l'espoir, c'est d'arrêter d'espérer dans la matière. Vous me suivez ou non? Ça va? Donc la seule manière de retrouver l'espoir, c'est de se désespérer de son désespoir. Comme une femme, elle m'appelle, elle me dit, voilà, mon mari, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je dis, écoutez, madame, arrêtez d'aimer le mari que vous n'avez pas. Essayez d'aimer celui que vous avez. Elle est au bout de la nuit. Elle dit, mais je peux pas l'aimer, vous le connaissez pas, c'est un cas d'école, il est spécial. Mais le seul défaut qu'il a, c'est qu'il vous ressemble. Ah bah oui, puisque chaque poubelle a son couvercle. Les psychopathes attirent des psychologues. Allez les distinguer. C'est pas grave. D'accord, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en vérité, on se ressemble. Vous me suivez ou non? Les brebis, ils attirent des tigres. Oui, mais je suis tombé sur quelqu'un qui me détruit moralement, mentalement. Mais t'es une brebis. C'est comme si tu dis au tigre, bouffe-moi. Le tigre, il n'attaque pas les éléphants. Donc la force des forts, c'est la faiblesse des faibles. Alors en plus de moi que j'ai souffert, en plus c'est à cause de moi. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Ouais. Quand je dis que c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi, parce que c'est entre tes mains. Donc tape sur la table, dis que ça suffit, dis que tu veux autre chose, et un dialogue d'adulte redémarre, avance, bouge. Tu dis non, c'est trop dur. Jamais je m'en sortirai. Ah, donc toi, tu cultives ta souffrance. Et grâce à Dieu, ça marche bien. Il faut voir l'énergie que les gens y mettent à ne pas évoluer. L'énergie qu'ils mettent à perpétuer leur lourdeur, leur souffrance. Alors qu'en vérité, c'est la même énergie. Vous savez que la même énergie qu'il faut pour sortir d'un problème, c'est la même qu'il faut pour perpétuer le problème. Moi, quand j'étais très jeune, j'avais beaucoup de grosses discussions intellectuelles. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxième années d'Hippocagne au téléphone. Ouais, j'étais pas spécialement débile. Ouais. Et on parlait comme ça. D'accord. Les mecs, ils avaient 35 ans et moi, j'avais 17 ans. Donc, on parlait du décalage horaire. Alors, je disais, mais je comprends pas. Pourquoi vous mettez une énergie tellement énorme à prouver que vous avez raison? Mais on s'en fout d'avoir raison. Ce qu'on veut, c'est la vérité. Mais moi, j'étais atteint d'une maladie très grave, ça s'appelle la NIA. Moi, j'étais dans une recherche sincère et pure. Alors qu'eux, ils étaient déjà dans un calcul politique de maintenir stable un statut, une image, une personne. Je dis, mais attends, on a le temps d'être figé. Bah oui, parce que les choses qui sont figées sont mortes. Regardez, c'est marqué CJ. Mais les îles, elles ne se baladent pas. Elles sont là-bas. Les îles Fidji. Elles sont figées là-bas. Ouais. Donc les gens qui sont psychorigides, les gens qui n'arrivent pas à se remettre en cause, les gens qui n'arrivent pas à évoluer, bah si, c'est un problème.
La preuve. Là, je vais vous dire en 2 mots, hein. Vraiment. Bon, là, ça tourne un peu la thérapie de groupe, mais c'est pas très grave. Il y a un phénomène qui s'appelle la remise en cause. Vous avez entendu parler de ça, non? Oui. Alors venez, si je vais me permettre, avec toute la modestie et tout le respect que je vous dois, de réfléchir ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de fois où en vérité on utilise des mots sans jamais comprendre la portée de ce qu'on dit et de ce qu'on pense. Donc ça s'appelle la remise en cause. Regardez, remise en cause si on décompose. La cause, c'est la loi de causalité. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça. Cela entraîne cela, cela entraîne cela, cela entraîne cela. C'est la loi de causalité, c'est une loi philosophique et c'est une loi aussi dans la croyance. Parce que quand tu acceptes qu'une réalité n'existe, par exemple ce papier existe, ça prouve qu'il y avait un arbre avant. Tu dis non, 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 le papier il est auto-alimenté par une masse de molécules arbitraires qui s'est condensée dans cette forme d'une feuille parce qu'il y a un gars qui a pensé que c'était utile. Il faut arrêter. Là. Ouais. Donc le fait qu'il y a du papier, ça prouve qu'il y avait un arbre. Ok. Maintenant, quand tu remontes la cause des causes, Dieu c'est la cause des causes. Pour ça on l'appelle Sibat à Sibot. D'accord. Après tu veux t'arrêter avant Dieu, c'est comme tu veux. Ouais, ça change rien. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la cause, c'est ce qui va générer la conséquence. Maintenant, quand moi je suis à l'extérieur et je vois la cause et la conséquence, d'accord, je vois l'allumette, l'essence et je vois la maison brûlée. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a un lien logique de cause à effet. Ouais, puisque la maison elle est brûlée et il y avait de l'essence par terre et des allumettes. Ok. Tu fous rien à l'école, après tu arrives à l'examen, tu dis ah, tiens, les énoncés sont en russe. Mais non, c'est que t'es une glandeuse, c'est tout. D'accord? C'est tout. En plus tu as pris la feuille à l'envers. Ah, effectivement, ça fait tellement de temps que j'ai quitté l'école. Donc, la cause produit des effets. Action-réaction, c'est connu. Ok, ça c'est la cause. C'est quoi la mise en cause? La mise en cause, c'est que j'ai accepté d'être mis, moi, à la place de la cause. C'est être la cause. En anglais, c'est be cause. D'accord? Maintenant, quand moi je suis la cause, je suis mis en cause. Ça, c'est un phénomène bizarre au niveau psychiatrique. C'est que les gens ne supportent pas d'être mis en cause. Ah, tu me mets en cause, je suis encore remis en cause, c'est moi qui me suis mis en cause. Ça, j'ai jamais compris ça. La vérité, je comprends pas. Parce que la liberté, c'est justement de tenir les rênes. La liberté, c'est de tenir le volant. La liberté, c'est d'avoir les choses en main. La liberté, c'est d'avoir le pouvoir de décision. Donc, ça veut dire c'est d'être la cause. Mais les gens, quand tu les mets en cause, ils supportent pas. Donc, ils supportent pas d'être la cause. D'ailleurs, ils passent leur vie à accuser. C'est-à-dire à transposer la cause. Quand quelqu'un se fait attraper, la première chose qu'il dit quand il se fait attraper, c'est pas moi. La deuxième chose, c'est quoi? C'est à cause de toi. La troisième chose, c'est quoi? Quand tu lui as prouvé qu'il a au moins 50% dedans, il dit c'était plus fort que moi. C'est extraordinaire. Alors je rappelle pour les gens qui ont arrêté l'école très jeunes que je, tu, il, nous, vous, ils sont des pronoms personnels, mais que c'est est un déterminant démonstratif impersonnel. Donc quand vous prenez la phrase, vous la décomposez au niveau psychiatrique, c'était plus fort que moi, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a un truc qui était plus fort que moi, en moi, et qui est c'est, donc c'est pas moi. Donc il y a un truc en moi, plus fort que moi, qui me fait faire à moi des choses que moi, je pense qu'elles sont pas bonnes pour moi, mais je les fais quand même. Donc, ok, t'es pas pour la religion, mais là il faut consulter, Baba. Là. Bah oui, parce que si à chaque fois qu'on te demande de faire quelque chose ou qu'on t'accuse de quelque chose, tu penses que c'est à cause de quelqu'un d'autre, donc soit tu es habité, soit tu es schizophrène, soit tu es bipolaire, soit tu es rachat, c'est une façon aussi, ouais. C'est que tu n'as pas développé un jeu assez fort pour lutter contre une tendance qui est en toi mais qui n'est pas toi. Maintenant, si toi la liberté, c'est de suivre ces tendances, la vérité, je vois pas en quoi tu es libre. C'est comme les gens qui me disent, ça dégrave. Moi, je m'énerve pas, mais quand on m'énerve, je m'énerve, ouais. Je suis pas radin, mais il faut pas me demander de générosité, d'accord? Moi, je suis pour le dialogue, mais quand je parle tout seul, il y a des gens comme ça, ouais. On dit, on peut parler de tout, sauf des sujets tabous. Lesquels? Tous, d'accord? Donc, en fait, t'es psychorigide, t'es kéblo de la tête, ouais. Donc, ça veut dire quoi? Il y a la cause, il y a la mise en cause, d'accord? La mise en cause... Ça va? Oui, non, vous inquiétez. Ça va? Je peux chauffer l'ambiance, mais après j'ai peur. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Donc on a compris maintenant. Il y a la cause et après il y a la mise en cause. En fait, c'est quoi la mise en cause? Eh ben, c'est le sentiment de responsabilité. Quand j'accepte que je suis la cause, c'est-à-dire j'accepte d'assumer que les choses elles passent par moi. Maintenant, encore une fois, enlève le côté anxiogène de que c'est à cause de moi.
Ouais, et traduis-le, c'est grâce à moi, et t'as tout gagné, parce que c'est entre tes mains. C'est toi le patron. Ouais. Ah, t'as peur de te faire engueuler. C'est pour ça que t'es un employé. Mais si t'as pas peur de te faire engueuler, t'es un patron. C'est ça la logique, ouais. T'es un père de famille, donc on te dit fais ce qu'il y a à faire. Tu dis oh non, de toute façon c'est votre mère, c'est votre truc, c'est votre famille, c'est les beaux-parents, c'est la Pourquoi? Arrête d'accuser le monde entier, parce que t'es seul dans ta responsabilité. Ouais, t'as déjà vu quelqu'un qui a un cancer et qui dit à l'autre tiens tu peux le prendre à ma place? Non. Donc si la maladie, tu la portes, la responsabilité c'est la même chose. Elle t'incombe, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? On a dit la cause et la mise en cause. La mise en cause, on a dit, c'est le sentiment de responsabilité. Donc, c'est quoi la remise en cause? On a déjà compris maintenant. Ça y est, c'est bon, j'ai compris, il faut être responsable, il faut être mature, il faut assumer. C'est quoi la remise en cause? Copier, c'est copier. Recopier, c'est la perpétuité de l'action de copier. Tu recopies. D'accord? Donc, le de remise en cause, c'est la perpétuité du phénomène. Donc, si on dit que la cause, c'est la causalité, la mise en cause, c'est la responsabilité, donc c'est quoi la remise en cause? C'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va? Comment ça s'appelle en français? La maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va? Et si vous me dites, bon, c'est un peu raccourci comme raisonnement, vous pouvez l'allonger. Moi, j'ai le temps. Ouais. Mais je vous donne juste une clé. La preuve que la remise en cause, c'est la capacité de maturité, c'est que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Vous me suivez? Ouh là là. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous croyez en Dieu, ouais, c'est quoi la croyance? C'est pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat, ça c'est évident, sinon il faut envisager la conversion, d'accord? Non, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est pas par hasard si je suis avec cette femme, c'est pas par hasard si je suis avec ce mari, c'est pas par hasard si j'ai eu ces enfants, c'est pas par hasard si j'ai ces amis-là, parce qu'ils me ressemblent, c'est pas par hasard si j'ai ces ennemis-là, c'est pas par hasard si j'ai cette belle-mère. Ah là je me répète, d'accord? Non, non. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, il crée des rencontres. D'accord? C'est que les gens que tu dois rencontrer, tu les rencontres. Bon, en physique quantique, ils disent qu'une réalité, c'est-à-dire un cumul de matière, ne peut exister dans un endroit et un certain espace, à un certain moment, que si il est compatible harmonieusement avec l'ensemble des molécules qui l'entourent. Ça veut dire que les choses, elles sont là où elles doivent être. Maintenant, nous, on appelle ça l'intervention divine. L'autre, il appelle ça un hasard organisé d'une manière tellement harmonieuse que ça ressemble presque à de la providence. Bah oui, parce qu'à un certain moment, il faut bien comprendre que le hasard n'existe plus. Vous savez, moi, je parle avec un généticien non juif, qui était prof de génétique. Il m'a dit, monsieur Benchetrit, je ne suis pas croyant. Ouais, il m'a dit, je suis athée. En vérité, il n'est pas athée, il est juste ignorant, puisque même l'alphabet, il n'a pas fini. C'est pas grave. D'accord. Il m'a dit, je suis généticien. Je peux vous dire qu'entre le moment de la fécondation et de la séparation de la première cellule qui va former le bébé, sur les billions de milliards de billions de séparations qui vont former le bébé, il y a tellement de combinaisons qui pourraient produire un enfant anormal à chacune d'entre elles que ça n'est pas statistiquement possible que la probabilité que la majorité des enfants naissent normaux s'applique. Vous me suivez ou non? C'est que c'est pas normal, statistiquement, oublie la religion, c'est pas normal, statistiquement, que la majorité des enfants qui naissent sont normaux. C'est comme si toi, tu prends par exemple 7800 boîtes de conserve, tu les mets une sur l'autre sans les coller, tu fais le Paris-Dakar et il n'y en a pas une qui tombe. Donc il y a deux solutions. Soit tu dois absolument revoir l'emploi du temps de ta femme, parce qu'une chance pareille, c'est pas possible, c'est pas grave, ouais. Soit elles sont collées, les boîtes, soit que c'est un phénomène. D'accord? Et bien dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire que le jour où tu as les yeux pour voir comment est-ce que les choses se font, ouais. Mais encore une fois, le problème, parce que ce qu'eux, ils appellent des miracles extraordinaires, nous, on appelle ça la normalité. Si vous avez des enfants, vous savez qu'un enfant, toutes les 10 minutes, il a l'occasion d'avoir un accident grave. Il joue à d'Artagnan avec son frère, avec les aiguilles à tricoter. Il pose son petit frère dans l'escalier, il est en vélo, d'accord? D'accord. L'autre, il le pousse contre le radiateur, il a la tête qui passe à 2 secondes. L'autre, il joue à boire de l'eau de Javel, d'accord? Mais chaque seconde, il se passe quelque chose.
Tu dis, mais bon, grâce à Dieu, grâce au ciel, grâce à de la housse, chacun il va trouver sa logique. Mais il s'est passé quelque chose là. Maintenant, pourquoi il y en a qui voient le miracle, il y en a qui ne le voient pas? Parce qu'il y a des sceptiques. C'est pour ça qu'on a créé les antiseptiques. C'est fait pour ça. Ouais. La peur des fausses. Bien sûr. Oui, il y a les vrais et les fausses sceptiques. D'accord. Mais en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que si on dit, parce qu'il faut rester un petit peu dans le sujet, que shalom, ça veut dire complet. Et shalom, ça veut dire la paix. Et shalom, ça veut dire complet. Maintenant, pour être complet, il faut que je sois complet déjà avec moi-même. Maintenant, la seule manière d'être complet avec soi-même, c'est de connaître ses manques. Si moi, je connais mes peurs, si je connais mes angoisses, si je connais mon manque d'épanouissement personnel, si je connais ma structure psychologique, construite ou non, donc je peux être en paix. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? En vérité, ils confondent faire la paix et fiche-moi la paix. Je vous donne un secret. Dans la rue, pour être en paix, il faut faire la guerre. Quand tu fais la guerre avec les autres, tu es en paix avec toi-même. Dans la Torah, c'est l'inverse. Pour faire la paix avec l'autre, il faut être en guerre avec toi-même. C'est-à-dire qu'il faut en guerre avec ton égoïsme, en guerre avec ton orgueil, en guerre avec ta bêtise, en guerre avec ta lourdeur, en guerre avec ta flemme. Et là, tu peux t'arranger avec l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Au contraire, ils ont de la flemme, c'est la faute des autres. D'accord? Et truc, c'est l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls sont obligés de frimer. Parce qu'il n'y a rien dedans. C'est une carapace. Ouais. Mais les bons, ils n'ont pas besoin de frimer. T'as déjà vu un lion avec un badge marqué dangereux? Mais un rat, un petit rat, il fait comme ça. Ouais. Mais il a un badge, il y a marqué lion. Il impressionne personne. Donc, ce qu'on appelle en psychiatrie les GG, les grandes gueules. Les gens, quand ils gueulent, les gens qui gueulent, c'est les moins dangereux. C'est un plat chez les Ashkenazim, le kigel. Ouais, d'accord. Mais, il dit, c'est ça l'idée. Il dit, quelqu'un qui gueule, faut pas avoir peur. Moi, toujours, les gens me disent, je suis traumatisé, n'arrête pas de gueuler. Mais plus il gueule, plus ça vaut. C'est les gens qui gueulent pas. Ceux-là, ils sont dangereux. Ils viennent le soir, ils achètent un pistolet avec un silencieux, tac, ils tuent toute la famille en silence, détente. Ouais. C'est comme les gens qui disent, vous savez, elle a fait une tentative de suicide. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle a pris 3 Doliprane. Oh non. Ça, c'est pas une tentative de suicide, ça. C'est une manière de se faire remarquer, ouais. C'est de centraliser la souffrance. Non, quelqu'un qui fait une tentative, c'est ce qu'il fait. Tranquillement, détente. Il se lève, il dit au revoir. Il ouvre la fenêtre, il saute. Ça, c'est une tentative de suicide. Surtout du rez-de-chaussée. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment ou à un autre, la personne, elle va faire ce travail. Elle va aller au rendez-vous le plus important qu'elle doit avoir dans sa vie. Elle va avoir rendez-vous avec elle-même. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vivent comme des zombies. Ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes, ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes, ils mangent, ils dorment. Et un jour, paf, ils prennent une baffe. Ils prennent un dépôt de bilan. Ils ont un deuil dans la famille. Ils ont une annonce de divorce, un adultère, n'importe quoi. Et d'un seul coup, ils se réveillent. Ils ouvrent les yeux comme ça. Et là, ils sont bouleversés. Et là, ils entament une thérapie. Et puis le psychologue, je n'étais pas moi-même, j'ai pas vécu ma vie, j'ai fait aucun choix. J'ai fait ce métier parce que mon copain il m'a dit que c'était des bonnes études. Puis il voulait que je lui tienne son cartable. Après, j'habite ici parce que c'est pas loin de mon boulot. Après, je l'ai épousé parce que je l'ai rencontré pendant les études. Après, on a fait des enfants parce que c'est une maladie cyclique. En fin de compte, le gars, il a jamais rien décidé. Il se réveille à 40 ans. Ça s'appelle la crise de la quarantaine parce que l'homme a 2 grandes crises dans sa vie. Ces 2 périodes, c'est 14-18 et 39-45. C'est des crises mondiales. Tout est cassé comme ça. Voilà. Ouais. Donc 14-18, il veut faire sa petite révolution, il se prend pour Boris Vian. S'il n'est pas du tout religieux, il va absolument devenir religieux. D'accord? Il se laisse pousser la barbe, il se met un béret sur la tête, il fait sa révolution, il se met à étudier le Talmud. D'ailleurs, on l'appelle un Che Guevara. D'accord, ouais. Et les parents, ils ne comprennent pas. Ils disent, écoutez, monsieur, moi, il m'appelle, il me dit, Raman Chetrit. Nous sommes laïcs. Mais vraiment laïcs. Mais laïcs. Ouais. Et notre fils est devenu religieux. Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu? Je dis, écoutez, moi, le mieux, ce que je peux vous conseiller en tant que rabbin, c'est de vérifier vos mezuzot. Parce qu'il y a un problème dans la famille. Il dit, mais on n'a pas de mezuzot. Ça va être compliqué de prendre la température sans thermomètre. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que les gens, en fin de compte, ils sont spectateurs d'une chute libre. Parce qu'ils sont tout le temps en surprise de surprise. Les philosophes ont dit, l'homme est le seul animal qui s'étonne. Moi, je ne sais pas combien d'acétone ils avaient pris avant de dire ça, mais
Mais nous, c'est le contraire. Nous, on dit Ezeu Chacham Aroet Hanolad, qui est le sage, celui qui voit l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, ne vous vexez pas, hein, souvent, aujourd'hui, c'est juste le lendemain de la veille. Jusque-là, on... Donc souvent, le présent, c'est le fruit du passé. Ça va? Donc, et quand tu veux comprendre ton présent, tu regardes ton passé, puisque ton présent est le fruit de ton passé. Donc, moi, les gens ils viennent me dire, Rahamad Chetrit, écoutez, 15 ans de mariage, pas de communication, pas de solidarité, pas de compréhension, pas de dialogue, pas d'investissement, pas de... Alors, je dis, mais vous avez travaillé dans votre couple, vous avez mis de la communication, vous avez investi des choses, vous avez fait des choses ensemble, vous vous êtes solidarisés, vous avez pleuré ensemble, vous avez prié ensemble, vous avez crié ensemble, vous êtes solidarisés ensemble, vous êtes arrangés ensemble. Non, 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 on ne se parle pas. On se met devant la télé, on attend la mort. Je dis, bah alors, donc si vous connaissez votre passé, vous comprenez votre présent, puisque le présent est le fruit du passé. Si tu plantes des roses, il pousse des roses. Si tu plantes des abricots, il pousse des abricots. Si tu te plantes, il pousse rien. D'accord? Donc, celui qui connaît son passé, connaît son présent, puisque le présent est le fruit du passé. Ça va jusque-là ou non? Mais attention, là, je vous demande de faire un petit effort. Vous êtes d'accord avec moi que le jour où votre présent sera du passé, c'est que votre futur, il est devenu présent. Ça va? Or, de la même manière que je comprends mon présent en regardant ma passé, parce que mon présent est le fruit de mon passé, donc il suffit de mettre son présent au passé pour connaître son avenir. Ça va? Ça va? Je répète. Vous allez dire, oui, mais on ne peut pas mettre le présent au passé. Parce que le passé, il est passé. C'est pour ça qu'on l'appelle passé, d'ailleurs. Ouais. Mais on ne peut pas mettre le présent au passé. Si, pourquoi? Parce que pourquoi le présent l'appelle passé? Parce qu'il est passé. On est en français, j'ai du recul. Par exemple, même quelqu'un qui a un doctorat en littérature, si tu lui colles la feuille, là, il n'arrive pas à lire. Tu dis alors, tu lis, soi-disant monsieur, doctorat en littérature. Tu dis, attends, je peux pas lire, pourquoi? Parce que je manque de recul. Quand tu te surprends à dire à ton fils, si ce soir tu rentres pas à 8 heures, je t'excommunie. Et ton fils se dit, papa, j'ai 28 ans. Déjà? Tu manques de recul. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le passé, tu comprends ton présent parce que tu as du recul sur ton passé. Parce que ton passé, il est passé. Maintenant, il y a deux manières de prendre du recul. Le recul horizontal, c'est éloigné de toi. Le recul vertical, ce qu'on appelle la projection, tu te projettes au-dessus de ton présent et tu observes ton présent comme si c'était celui d'un autre. La preuve, c'est qu'on passe notre vie à psychanalyser les gens. Ouais, tu comprends, lui, je suis sûr qu'il est mal dans sa peau. Elle a vécu des choses quand elle était petite. Celui-là, elle compense sur la bouffe. Celui-là, nous, on est tous les psychiatres des autres. Et quand tu dis toi-même, ah, moi, je suis normal, rien de spécial, je veux dire, tout va bien, je suis normal, t'aurais pu être président. D'accord? Donc non, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, les gens, ce que nous, on appelle le moussard, ouais, ce qu'ils appellent la projection, ça s'appelle l'auto-analyse, ça s'appelle l'introspection. C'est-à-dire que si je fais l'effort de me projeter au-dessus de moi-même et de regarder vivre, je vais savoir qui je suis au présent. Et comme le présent est la graine de l'avenir, donc les graines d'haricots, ils font des haricots. Maintenant, il y a des gens qui savent reconnaître, comme les trois quarts d'entre nous, on va dans le rayon légumes, on dit « Ah, tiens, des courgettes. Ah, tiens, des poireaux. » Mais il y a des gens, les grainetiers, ils savent reconnaître la graine. Ils te disent « Mais ça, c'est des poireaux, monsieur, ça, c'est des tomates. » Donc, ce qu'il faudrait, c'est être capable, attention, de reconnaître la graine du futur dans le présent. Ça s'appelle Ezeu Chacham Aroet Hanolad. Ouais. C'est-à-dire que je dois voir l'avenir. Mais je ne peux pas voir l'avenir. Est-ce qu'on est des visionnaires? Est-ce qu'on est des spécialistes de l'événementiel? Des prophètes? Non. En fait, la réalité, elle est là. Alors toi, tu vois un enfant, comment il se conduit, comment il a la tête en l'air, comment il n'investit pas. Tu vois, celui-là, il n'a jamais d'habit, il a jamais de... Celui-là, personne n'a confiance en lui. Tu dis, attends, il n'y a pas de fumée sans feu. Viens, on va raisonner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais. Maintenant, de même manière que toi, en regardant le présent, tu peux comprendre l'avenir, le passé. En regardant le présent, tu peux comprendre l'avenir. Mais ça, encore une fois, il faut avoir la projection. Maintenant, celui qui n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir analyser son présent et qui n'a pas les outils nécessaires pour maîtriser l'énergie qui va créer son futur, en quoi il est libre? Vous savez, ils sont tous en train de parler de conspiration, de trucs, on nous oblige à nous vacciner, on nous manipule, on est... Mais déjà, avant les médias, avant les GAFA, avant les Google et les Booble et les Khloudel, le premier manipulateur, c'est l'Yetzirah.
c'est le mauvais penchant. Maintenant, nous, on avait le mauvais penchant parce qu'on est religieux. Mais l'autre, il appelle. Une fois, je donnais le cours à Paris le mardi soir. Il y avait un monsieur, il avait suivi le cours pendant 4 ans. Et lui, il était professeur de neurosciences. Donc, il n'était pas spécialement débile. 14 ans d'études de psychologie. Il m'a dit, écoute, avec ton cours sur Esav et Yaakov, j'ai compris la zone d'ombre d'après Freud. C'est que les mecs, ils vont étudier Freud pendant 20 ans, d'accord ? Freud, il va leur expliquer que l'esprit d'un homme, c'est comme une caverne, et dans cette caverne, il y a un endroit, une zone d'ombre, d'où sortent des choses bizarres que lui ne maîtrise pas, ouais, et qu'on appelle la zone d'ombre. Mais nous, on l'appelle Yetzer Hara. En vérité, c'est un problème de dénomination. Comme si, mais non. Donc, comme malheureusement, il y a eu un délire au niveau de l'interprétation qui a été faite dans certains milieux, sur lequel nous avons fait une croix d'ailleurs, ouais, qui fait que, malheureusement, ça a été détourné, mais l'absolu, c'est ça. L'absolu, c'est qu'il y a mon moi à l'intérieur, et puis il y a mon mauvais penchant et mon bon penchant. Maintenant, tu peux l'appeler le yin et le yang, d'accord ? Tu peux l'appeler l'autodestruction ou la tendance à la vie. Tu peux appeler la tentation du mensonge ou la recherche de la vérité. Dr Jekyll et Rav Hyde, le côté enfant, le côté adulte, le côté bourreau, le côté victime. C'est comme tu veux. Les mots, on s'en fiche. C'est ça que j'ai jamais compris, pourquoi les gens ils se braquent pour les mots. Donc les gens qui se braquent pour les mots, c'est les gens qui sont encore dans la dimension superficielle. Mais les gens qui approfondissent les phénomènes, ils voient l'universalité des phénomènes. Moi, je parle avec des gens qui ont une kippa, qui n'ont pas de kippa, qui ont une croix, qui ont un truc. Les gens intelligents, ils s'entendent. Les imbéciles, ils s'entendent pas, c'est normal. Parce que les imbéciles, ils voient l'extériorité des choses. On dit les goûts et les couleurs. Ouais, on n'est pas d'accord. Mais les goûts et les couleurs, c'est le côté extérieur. C'est le côté superficiel. Superficie. Ouais. Mais essentiel. Maintenant, les gens superficiels ont des problèmes essentiels. Mais comme ils donnent des solutions superficielles à leurs problèmes essentiels, leurs problèmes essentiels ne se règlent que superficiellement. Donc ils reviennent. C'est ça que les gens utilisent. Mais Rav, pourquoi j'ai toujours les mêmes épreuves ? Je dis, c'est normal, tu redoubles. Fais tes devoirs. Assume. Va au bout de la discussion. Si tu as tort, excuse-toi. Si tu dois l'argent, rends-le. Si tu as cassé, répare. Si tu n'as pas réfléchi, réfléchis. Si tu n'y arrives pas, deviens intelligent. Si c'est un problème de flemme, travaille ton courage. Si c'est un problème de peur, travaille ta maîtrise. Mais bouge. Non, les gens, non. Ils s'installent. Ils se fabriquent une mosaïque de lourdeur. Ouais, avec toute une série de justificatifs. Et après, ils ont des dossiers. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, j'ai les réponses à tout. Hein. Je suis prêt, j'ai tout. Hein. Voilà. Mon père, ma mère, ma soeur, l'école, la Torah, la vie, mon poids, mon truc, mon corps, mes nerfs, ma qualité de peau, mon problème de... Tu dis, t'es où, toi ? Ah non, moi, personne. Dedans, il n'y a rien. Le vide, spectral. Tu dis, mais il y a quelqu'un dedans. Ouais, il y a une personne, il y a la liberté, il y a la maturité, il y a le choix d'être. Ou non. Donc en vérité, la maturité, c'est le choix d'assumer la liberté. Donc les gens, ils veulent la liberté. Mais ils parlent de quoi ? Ils parlent ou de l'anarchie, ou de la consommation. C'est-à-dire que si ta liberté, c'est d'avoir un frigo plein, c'est pas une liberté, ça. C'est juste l'excroissance d'un estomac. Si c'est d'avoir une télévision avec plein d'outils pour devenir Brel, et si tu vas réussir, en plus tu es déjà aidé génétiquement parce que tu t'appelles Jacques, d'accord ? Donc, mais si toi tu veux, restez concentrés, ne me quittez pas. Ouais. Donc si toi, Jacques Brel, il y a quand même un temps de réactivité, hein. Ça c'est les jeunes, imagine les vieux. Donc alors, non, j'exagère, mais si peu, d'accord ? Donc c'est quoi l'idée ? L'idée, vous avez compris que shalom, c'est la paix, mais c'est shalem, d'accord ? Maintenant, toi, tu dois être entier avec toi-même, mais manque de peau, t'es pas seul au monde. Donc, il y a l'autre maintenant, ouais ? Et je ne sais pas si à l'école, vous avez réussi à atteindre le niveau intellectuel de compter jusqu'à 2, mais quand vous comptez jusqu'à 2, ça commence les problèmes. Parce qu'il y a l'autre qui prend de la place, l'autre qui respire, l'autre qui veut mon argent, l'autre qui me regarde, l'autre qui me juge, l'autre qui... Ah, tous les problèmes, ouais ? Mais il faut être béchalom avec l'autre. Maintenant, shalom avec l'autre, ça veut dire en paix avec l'autre. Mais puisque paix, c'est shalem, c'est complet, donc complet, ça veut dire complète. Donc il faut trouver en quoi l'autre me complète. D'accord ? Ben, tu verras que souvent les gens qui te dérangent,
c'est soit des gens qui te ressemblent, soit des gens qui te remettent en cause. Donc si tu es dans la logique de il n'y a que moi qui existe, l'autre en existant, il prouve que toi, il y en a des deux qui existent en trop. Ouais. Et si l'autre il te dérange, d'accord, il te complète, ça veut dire qu'il te fait grandir. Par exemple, les gens qui t'énervent, en vérité, c'est une opportunité de fabriquer de construire ta patience. Mais toi, tu le vois comme une opportunité de développer tes nerfs. Mais réfléchis. Quand tu dis tu m'énerves, tu, c'est toi, c'est moi, énerve. Donc vous savez, les nerfs, c'est le système nerveux. Le système nerveux, il est à l'intérieur de la colonne vertébrale, d'accord? Qui lui-même est le squelette qui porte le corps. Et au-delà, qui porte la chair et les muscles. Et au-delà, la peau qui protège le tout. Maintenant, la peau psychique, c'est la dignité, le respect de soi. Les muscles, c'est les qualités morales qui permettent de se déplacer dans l'espace. Le squelette, c'est la structure mentale, la force d'affirmation, la force d'analyse. Et à l'intérieur, il y a la moelle épinière. Tu peux m'expliquer comment le gars de l'extérieur, il me tape dans ma moelle épinière? Puisqu'il m'énerve. Comment il peut atteindre mon système nerveux? Ça veut dire que tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de midote, tu n'as pas de valeur morale, tu n'as pas de structure mentale, et tu n'as que des nerfs. Donc tu es un énervé en fait. T'es on dit avoir les nerfs à vif. Parce que l'autre, comment il rentre chez moi? La vérité, c'est que tu rentres chez toi, d'accord? Tu vois un mec assis dans ton fauteuil, en train de manger la pizza que tu t'es acheté, tu dis, mais tu rentres dans ma vie. Alors ça, tu ne supporteras pas, ça s'appelle le respect de la vie privée. Mais quand un mec qui rentre dans ton système nerveux, il t'énerve, tu dis, c'est normal, parce qu'il m'énerve. Tu sais pourquoi je suis nerveux? Parce qu'il m'énerve. Mais comment il a fait pour rentrer dans ton système nerveux? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a de la place. Je vous donne cette phrase de Ben Chetrit que vous allez utiliser souvent. Vous pouvez l'écrire quelque part, la graver, la tatouer dans le dos de votre femme. Tiens, retourne-toi chérie, je vais réfléchir. D'accord? Ça va? Écoutez cette phrase. Elle est tellement violente qu'elle est vraie. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Je répète. Le degré de pénétration des agressions, parce qu'il y a des agressions. Par exemple, là, maintenant, je vous agresse. Vous étiez tranquillement en train de gérer votre graisse, et moi, je vous agresse ce qui vous engraisse. C'est pour ça que les gens s'engraissent, parce qu'ils se sentent agressés. C'est pas grave, d'accord. Donc, pourquoi tu manges? Parce que tu veux compenser dans la bouffe ce que tu n'as pas dans la réalité. Ok. Donc maintenant, c'est quoi? Restez calme. On va la perdre. Non. Vous êtes là? Vous êtes bien là? Ça va? Vous êtes tous bien là ou ça va? Vous vous sentez? Ça va très bien. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, si moi, je suis construit, si je suis plein, si je suis entier, si je suis entière, si je suis forte, si je suis claire, il n'y a pas de vide en moi. On dit en français, je suis bien dans ma peau. Mais bien dans la Torah, ça veut dire toujours complet, comme Shalem. Donc, si mon moi, il remplit entièrement ma peau, donc moi, par exemple, j'ai une peau de 1,85 m de haut, et j'espère avoir un psychique de 1,85 m. J'ai 59 ans physiquement, et j'espère avoir 59 ans psychologiquement. Si j'ai le même âge dans mon moi intérieur et mon moi extérieur, on dit en français, je suis bien dans ma peau. Mais si j'ai un psychique de 17 ans et un physique de 54 ans, imagine-toi la distance entre mon moi intérieur et mon moi extérieur. Alors, vous savez comment ça s'appelle? Le malaise développé par la différence entre ton être intérieur et ton être extérieur? Non? Le stress. Ah bah oui, le stress. Pas le strass, le stress, d'accord? Le stress est le malaise développé par la différence entre ton être intérieur et ton être extérieur. Parce que si tu as 40 ans et qu'on te pose des questions de 40 ans, que tu as des épreuves de 40 ans, avec des challenges de 40 ans, pour les choix de 40 ans et des décisions de 40 ans, mais qu'à l'intérieur, tu as 14 ans, la preuve, on dit, mais tu te conduis vraiment comme un gamin, mais c'est quoi cette grignon de gamine? Puis tu es toujours en train d'accuser les autres et de fuir les choses et de ne pas assumer les choix. Donc, si tu es plus jeune que ta réalité, c'est insupportable. C'est comme si un enfant de 8 ans, je lui donne une valise de 40 kilos, il va mourir. Mais si un homme de 40 ans, en pleine forme, je lui donne une valise de 40 kilos, il dit, bon, il prend la valise, je prends la valise, ça va, je dois prendre la valise. Je la prends, je l'emmène, hop, on y va. En plus, elle contient 40 kilos de diamants. Comment elle est? Légère. Ouais. Vous me suivez ou non? Mais 40 kilos de cailloux, elle est lourde. Là, c'est une loi physique qui n'a pas été énoncée par les physiciens, c'est que le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à la porter. Maintenant, quand tu es motivé, tu la portes. Quand tu n'es pas motivé,
tu la supportes. Donc tout ce que vous supportez, c'est par manque de motivation. Donc tu dis, quand tu supportes ton conjoint, manque de motivation. Supporte ta vie, manque de motivation. Supporte ta religion, manque de motivation. Supporte ton travail, manque de motivation. Même toi-même, tu ne te supportes plus. Je ne sais pas si tu vois. Le vivant, il se porte lui-même. Et toi, tu ne te supportes pas. C'est-à-dire que toi, tu ne te portes pas. T'as compris? Tu ne te portes pas. Quand tu ne te portes pas toi-même, qui c'est qui va te porter? C'est pour ça que les gens qui ne se supportent pas demandent aux autres de les porter, de les supporter. Ouais. En français, on dit soutenir. Si je peux me permettre, le mot porter, Ouais. ça peut se dire forte. Exactement, mais c'est normal. Alors là, tu me fais ma transition. Là. Tu as gagné 5 euros. Alors, on va rester raisonnable quand même. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que les Pirkei Avot, les Chachamim, qui n'ont pas attendu Aristote pour être intelligents, ils ont dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Donc on a compris que les Yetzer Hara, c'est pas nos mauvais penchants, genre Belzébuth, le mec qui court tout poilu dans la rue avec des cornes. Non. Je vais vous le traduire en français, vous allez comprendre si vous avez un petit peu réfléchi. Ça s'appelle le confort à la non-existence. C'est celui qui va te proposer d'exister à ta place. Toi, tu restes à l'intérieur, tu fais le bébé, tu fais. Et lui va te dire, moi, t'en fais pas. Moi, je vais faire le gueuleur. Moi, je vais faire le chiant. Ouais, je vais faire le laxiste. Je vais faire le. T'en fais pas. Mais toi, reste dedans. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des écarts entre le monde, entre l'être intérieur et l'être extérieur. Tu vois des gens comme ça, des GG, des grandes gueules. Ouais, tu pousses un peu, ils se mettent à pleurer. Ouais, je peux pas, je supporte pas qu'on me casse, qu'on me remette en. Je comprends pas, mais t'étais the patron. C'est monsieur et madame, the couple. Paf, une petite crise, un petit truc, une voisine, un truc, hop, un malaise, une secrétaire, pff, tout explose. Parce qu'il y a des gens, tu les vois comme ça, tu crois que c'est des mammouths. D'accord? 5 tonnes, 3,50 m de haut. Mais tu sais pas, est-ce que ce sont des mammouths en plastique gonflé ou ce sont des vrais mammouths? Il y a une seule manière de savoir, tu prends une aiguille. Quand tu piques le mammouth, s'il explose, c'est qu'il est en plastique. S'il t'explose, c'est que c'est un vrai. D'accord? Mais alors toi aussi, toi-même, tu peux mesurer. Tu dis, mais comment ça se fait que je m'énerve pour n'importe quoi? Pourquoi je me vexe pour n'importe quoi? Pourquoi je prends mal les choses? Pourquoi je me prends la tête parce qu'il y a une ampoule qui claque? Ou je m'énerve, ou je fais la gueule parce que j'ai raté le métro? Ou je me prends la tête parce que le patron il m'a fait une remarque, genre sur mon travail? Mais où j'ai fait mon travail et je sais que je l'ai fait, et à ce moment-là, il peut parler ce qu'il veut. Ou je suis pas sûr que j'ai fait mon travail et je dépends de sa reconnaissance. Mais rappelez-vous que les gens dont vous dépendez de la reconnaissance, ils deviennent des dealers de reconnaissance, qui bascule dans le chantage émotionnel, qui fait de vous des êtres dépendants, jusqu'à l'addiction, parce que tu attends le compliment. Un sucre, un compliment, un mot gentil. Non, tu dois être en autonomie existentielle. Tu n'as besoin de personne. Tu t'auto-nourris. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu cinglé, il faut dire la vérité. Alors, je ne supportais pas la dépendance. Moi, je ne le savais pas à l'époque parce que je n'avais pas étudié la Torah, mais en vérité, d'après les Chachamim, d'après les sages, la vie, c'est l'indépendance. Et la mort, c'est la dépendance. Vous voyez, le mort, il est dépendant. Tu dis un mort, bon Maurice, lève-toi, il ne veut pas se lever. Hein. Non, tu dis lève-toi, vas-y, bouge. Non, il ne bouge pas. Ouais. Mais alors, moi, je ne parle pas des morts qui sont morts, les pauvres. Que Dieu repose leur âme. Je parle des morts qui sont vivants. Mec, il écoute mon amour, viens, on va voir un psy, viens, on s'en sort, viens, on parle à un rabbin, viens, on va voir un marabout, n'importe quoi, un mec intelligent. Non. C'est toi qui as tort. Mon père, il n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il est condamné à changer. Même Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Dans la Torah, c'est marqué Ubechukotai telechu, vous irez dans mes lois. Il faut toujours être dans le mouvement, toujours dans le mouvement, toujours. Il faut que ça bouge. Donc tu vois des vieux de 83 ans qui envisagent, qui mettent en place des gros projets avec le ministère de l'Intérieur pour développer une nouvelle approche de la jeunesse d'aujourd'hui, et des autres à 18 ans, les blasés. De toute façon, ça ne sert plus à rien, nos futurs. De toute façon, j'ai fait 150 000 à la PlayStation, alors qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux? D'accord? Ou l'autre, ça y est, elle est sur Insta, je suis influenceuse. Mais essaie de t'influencer à toi déjà. D'accord? Non, c'est vrai. Celui qui arrive à me prouver que Nabil a un cerveau, franchement, je suis intéressé. D'accord? Mais, chut, restez calme. Je sais qu'il y en a deux, mais le troisième, je n'ai pas vu. D'accord? Donc c'est ça l'idée.
Ouais, c'est de bien réfléchir. Quand est-ce et à partir de quand tu veux vivre ta vie? Ça, j'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle le rendez-vous avec soi-même. Maintenant, il y a des gens malins, ils anticipent le rendez-vous. Quand la Torah, elle te dit, c'est Kippour, réfléchis. C'est Sukkot, réfléchis. C'est Shabbat, réfléchis. La Torah, elle t'oblige tout le temps à te mettre en situation de responsabilité. C'est de l'argent à toi, il est à toi ou non cet argent? Réfléchis. Ce que tu dis, c'est vrai ou c'est faux? Réfléchis. Ce que tu dis, tu le penses ou tu le penses pas? Réfléchis. Ah, tu dis, ah, j'ai pas envie de réfléchir, ça me prend la tête, ça me saoule. Ok, le droit d'être un CON est constitutionnel. D'ailleurs, on l'appelle la Constitution. D'accord? Mais est-ce qu'on est obligé de faire cette mitzvah? Il faut voir les gens, les efforts qu'ils font pour rester CON. Moi, j'étais très jeune, je priais tous les jours, Hachem, fais que je ne sois pas un CON et fais que je ne subisse pas les CON. J'étais jeune, j'avais 14 ans. Maintenant, c'est quoi CON? CON, c'est le contraire d'intelligent. C'est quoi intelligent en philosophie? C'est la capacité de s'adapter. Donc, c'est quoi CON? C'est le fait d'être inadapté. Maintenant, tu es inadapté parce que tu as l'ignorance. Ben, apprends. Tu es inadapté parce que tu es complexé. Ben, travaille ton estime de toi. Tu es inadapté parce que tu es parano. Ben, va te soigner. Ouais, tu es inadapté parce que tu es en rejet de ton identité. Eh ben, recherche et assume ton identité. Donc, en vérité, le choix, attention, le fait d'être inadapté, c'est pas une fatalité, c'est un choix. Ah, tu dis, mais je ne l'ai pas choisi. Eh ben, c'est un non-choix. Mais le non-choix, c'est un choix. C'est pour ça que les non-choix, on est obligé de les mettre dans les boîtes avec de l'huile, parce que c'est des boîtes de non-choix. Et tu vois qu'elle est stressée, non-choix. Elle dit, ouais, j'ai rien choisi, j'ai rien décidé, personne ne m'a aidé, personne ne m'a... Mais personne ne t'empêche de faire le non-choix. Fais le choix. Fais le choix. Maintenant, il y a des gens qui croient qu'ils n'ont plus de choix. Il y en a qui croient qu'ils ont perdu le choix. Donc, il y en a qui croient même que la Shoah leur a enlevé le choix. Ben oui, parce que de la Shoah, moi j'ai parlé avec beaucoup des déportés, des fils de déportés. Ils te disent, nous, Dieu n'existe pas, n'existe pas. Je dis, attends, excusez-moi. C'est quoi votre religion? C'est la Shoah? Commémoration, devoir de mémoire, truc. Donc en fin de compte, vous avez transposé la religiosité que vos grands-parents avaient dans le ghetto de Lodz. À 14 ans, ils connaissaient le Talmud entier, sur la Shoah. Donc en fin de compte, la Shoah vous a enlevé le Shoah. Alors que la Torah, elle ne t'enlève pas le Shoah. Parce que tu peux être un grand rabbin et avoir un Yetzirah très fort. Ouais, ça restera toujours. Tu ne peux pas être sommer à Tzmecha toute ta vie, tu ne sais pas. On doit faire les efforts. Pourquoi on doit faire les efforts? Ce n'est pas parce qu'on est tout le temps en danger, qu'on est parano. C'est parce qu'en vérité, chaque situation de vie est une opportunité de devenir meilleur. Amen. Donc travaille. Où tu dis non, je suis comme je suis bien comme je suis. Vous savez, je suis bien. Je rappelle que si la vie c'est le mouvement, la mort c'est l'immobilisme. D'ailleurs, si un jour vous faites l'expérience, vous allez au cimetière. Vous allez, il y a la tombe, elle est là. Et la personne, elle est là. Vous retournez, vous la voyez comme ça. Et puis vous faites un petit délire kafkaïen. Vous connaissez Kafka? Ouais. Mais sans le F. C'est pas grave. D'accord. Donc vous tournez la tête comme ça et vous vous dites, peut-être que quand je me tourne, le mec qui sort de la tombe, il me fait comme ça. Je lui dis non, il est mort, il bougera pas. Comme s'il veut, non? Oui, non. Vous en êtes convaincu? En un seul mot? Encore une fois, moi je ne parle pas des morts qui sont morts. Ceux-là, on les respecte, ils sont morts, qu'est-ce qu'on peut faire? Je parle des morts vivants. C'est que quand quelqu'un se condamne à l'immobilisme de son vivant, c'est-à-dire qu'il choisit de mourir avant sa mort, ça s'appelle la nuit des morts vivants. Sauf que ça se passe le matin, c'est dans le métro, il faut prendre le métro. Ouais. Tu dis, mais écoute, t'as 19 ans, tu vas t'en sortir. Non, ça y est, j'ai raté le permis, je vais mourir. J'ai eu une déception amoureuse quand j'avais 14 ans, je crois plus en rien. J'ai été très déçu par une copine. Tu sais quoi, j'ai envie de me foutre en l'air. Non, bon, il n'y a rien à foutre en l'air, puisqu'il n'y a personne, mais bon, disons. Ouais. Mais tu as toute la vie devant toi. Moi, je vois des filles, elles me disent, ah, triste, voilà, je suis avec un mec, il est méchant, il me frappe, il m'insulte, il me pourrit. Je dis, il faut le quitter. Non, mais je peux pas. Pourquoi? Elle fait une expérience avec lui qui a dénaturé un petit peu sa personne naturelle. Je dis, c'est pas grave, ok, ça s'est passé, vous n'étiez pas tellement religieuse, et même religieuse, quelle différence qu'il y a un viol dans un parking, ou quelqu'un qui t'a tellement poussé à bout qu'à la fin, tu as cru que c'était une montée de lui offrir ton corps. Alors, t'es condamné en 2 mots, parce que ça s'écrit en 2 mots, condamné. Ouais.
Parce que tu as donné ton corps? Non, tu dis, bon, écoute, j'ai fait une grosse bêtise, mais je vais pas rester avec un fou qui va me détruire pendant 35 ans, en plus en me répétant, de toute façon, t'es une fille des rues, tu t'es laissé faire avec lui. Hein. C'est extraordinaire. Ouais. Non, les portes de saloon, ça s'ouvre dans les deux côtés, vous savez ou non? Oui. Tu rentres, tu sors. Tu rentres, gage des, dégage. Ouais. Et tu vis. Maintenant, si toi, tu te surprends toi-même à te maintenir dans ce statut de c'est trop difficile, j'y arriverai pas, j'ai trop souffert, ouais. Bon, les gens des camps de la mort, on peut rien dire. Parce qu'à certains niveaux d'horreur, on peut pas parler. On n'était pas là-bas, on va savoir comment on serait sorti. Mais nous, on n'a pas vécu les camps de la mort. Nous. Alors pourquoi on s'enferme comme ça dans des espèces de barbelés, de fours crématoires, qui sont que dans notre tête? Vous comprenez ou non? Ouais, Ahmed Chetri, je ne sortirai jamais. Je dois 30 000 € à la banque, je vais mourir. J'ai eu 14 refus de crédit. Ben, la maison n'est pas pour toi, c'est pas grave. Je viens d'acheter la voiture, j'ai une rayure sur la voiture. Ouais, j'ai pris 3 kilos. Il faut voir les femmes. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les femmes se pèsent le matin. Elles se lèvent, elles dorment la nuit, elles se lèvent. Elles se mettent toutes nues, elles se mettent sur la balance, elles se pèsent. Elles se pèsent et t'entends un cri. Ouah, parce qu'elle a pris 200 grammes. Ok, moi j'ai dit, pourquoi elle ne se pèse pas le soir? Comme ça, elle dort, t'entends rien, tu dors bien. Elle se lève le matin, elle crie. Mais c'est pas de ta faute si elle a grossi. C'est pour ça qu'on appelle ça une balance. Parce que tout le monde s'en balance. Ouais. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que si ton poids, il arrive à te démoraliser, ouais, c'est-à-dire que ça veut dire que ta couverture graisseuse, elle est anticipatrice sur tes priorités existentielles. Donc toi, il faut que tu écoutes le Rav cellulite, le Rav calorie. Non, tu es une personne qui est contenue dans un corps. Maintenant, ton corps, il est secondaire à ta personne. Si ton corps est prioritaire sur ta personne, comme c'est expliqué dans la société d'aujourd'hui, ouais, où tu es ton corps, améliore ton corps, ouais, fais de la gym, fais du sport, attention, les rides, anti-rides, babadada. Attends, mais même aujourd'hui, vous savez que les syndicats de vers de terre se sont plaints parce qu'ils n'arrivent plus à manger. Non, mais c'est quoi ces corps? Attends, c'est que du botox. Tu dis, attends, il y a des femmes qui ne peuvent plus faire de la plongée sous-marine. Parce que même le médecin, il l'appelle, mais ça s'appelle Silicon Valley, la femme. Ouais. Elle flotte, elle n'arrive plus à couler. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire à un moment ou à un autre, c'est vrai qu'il y a un corps, on l'a pas nié, d'accord, la nutrition, le lien, l'équilibre, ok, mais aussi c'est vrai qu'il y a une âme. Et au milieu, il y a une personne. Maintenant, encore une fois, c'est comme un curseur. Tu vas vers le haut, tu vas vers le bas. Dans tout, c'est pareil. Comme ton corps, dans un couple, il y a une âme, c'est votre amour, votre confiance. Et puis il y a un corps, il y a une intimité. Maintenant, il faut être évolué dans la Torah. C'est très très important dans la Torah qu'il y ait une intimité qui soit épanouie. Mais c'est une chronologie. Tu fais un dans la tête avec l'autre, tu fais un dans le cœur avec l'autre, et tu concrétises au niveau du corps. Mais si on ne se comprend pas et on ne se ressent pas, avec qui tu dors? Espèce de masturbation accompagnée. Ouais. C'est-à-dire, j'utilise ton corps pour me faire plaisir, et toi, tu utilises le mien pour te faire plaisir. Et ça, ils appellent ça la liberté des mœurs. Des morts, ouais. Bah oui. Mais non, c'est pas possible. Parce que moi, c'est toi que j'aime. Vous savez, quand un gars il dit à sa femme, je t'aimerai pour toujours. Alors, au bout de 20 ans, la femme, elle dit, ça commence quand toujours? Parce que faut... Ouais. Puis alors, maintenant qu'elle a vieilli, maintenant qu'elle a truqué, parce que la baisse des valeurs boursières n'est pas qu'une notion financière, d'accord? Donc, au bout d'un moment, la personne elle dit, bon, alors quoi, je te plais plus? Ah, mais tu comprends, t'as changé, t'as truc, faut refaire le haut, faut refaire le bas. Ils sont obligés de s'adresser à un rabbin allemand, le rabbin allemand, d'accord? Non, non. Je t'aimais dans ta jeunesse, je t'aime dans ta demi-vieillesse, et je t'aime dans ta vieillesse, et je t'aime. Ouais, les rides de la grand-mère, elles sont magnifiques. L'autre, elle veut pas, ouah, le botox, ta. Bon. Tu la regardes, il y a un truc qui va éclater, là. C'est plus un visage, c'est un furoncle. D'accord? Mais, moi j'exagère, mais si peu. Ouais, à peine. D'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment, il faut une beauté naturelle. Vous me suivez ou non? C'est une beauté naturelle. Et c'est des étapes, c'est normal, c'est logique, d'accord? Comme le fruit, le mûr. Alors que tu dis, un fruit mûr, une femme mûre, oh. Non, il faut mettre une peau sur la méno, d'accord? D'ailleurs, ça fait la ménopause, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que
chaque étape, elle est nécessaire. Chaque étape, elle est magnifique. Chaque étape, elle est belle. Mais maintenant, pourquoi elle est belle? Tu sais pourquoi? Parce que tu es adapté. Pourquoi elle est moche? Parce que tu es inadapté. Quand on te donne à manger et que tu n'as pas faim, c'est difficile. Quand tu crèves de faim et qu'on te donne à manger, c'est magnifique. Quand tu crèves de soif, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la soif quand tu as soif? La vérité, vous qui avez l'habitude des Top Chefs et de toutes les émissions de cuisine, la meilleure recette de cuisine, la meilleure du monde, c'est la faim. FAIM. Quand tu as faim, c'est bon. Et quand tu n'as pas faim, ça s'appelle gourmet ou morphale, ouais, tu vas mourir. C'est ça qu'ils disent les nutritionnistes, qu'on dépense plus de calories pour éliminer les calories qu'on a mangées en trop que pour se nourrir. C'est-à-dire qu'on tombe malade de l'épuisement des calories pour éliminer les calories qu'on a en trop. C'est vrai. Tu vois, les Chinois, ils mangent rien. Ils mangent un petit peu, tac, tac, 3 amandes. Et toi, tu te dis, non, moi, il faut le pain, la salade, l'huile, le plat, le légume, le dessert, le digestif, le chocolat, la mort. On est en hypercalorie. On mange trop. Moi, j'avais vu un naturopathe une fois. Bon, j'ai parlé avec lui, très renommé. Hein. Et il me dit, si vous avez une petite faim vers 11h, vous mangez 4 amandes. Moi, je croyais qu'il rigolait. Je dis 4 amandes. C'est quoi 4 amandes? Moi, je prends un paquet de 150 grammes. Je prends 2 paquets de 150 grammes de pistaches. Avant, je voyageais beaucoup et tout ça. Et je ne trouve pas partout du cachère. Donc, j'étais à l'aéroport, je prenais des pistaches. Bon, naturel, tu vois. Et puis, mais je mangeais 2 paquets de pistaches. Il me dit, vous êtes fou, mais votre foie, il voit arriver 2 paquets de pistaches. Mais c'est un tsunami de calories. C'est pour ça que les gens ils perdent la foi. Ben oui, parce que c'est quoi la foi? La foi, c'est le régulateur du sucre. Ouais, le foie, c'est le régulateur du sucre. Le sucre, c'est quoi? C'est la matérialité. La foi, c'est ce qui permet de réguler la masse de matérialité. Quand le foie est malade, les gens, parce qu'ils ont pris trop de matérialité, donc ils perdent la foi. Donc on est obligé de leur fixer une ligne pour qu'ils retrouvent la foi. Et souvent à leur insu, ça s'appelle l'insuline. C'est l'insuline, c'est la ligne de foie qui te permet de remplacer la perte de foie, une fois pour toutes. Ça va? C'est ça que ça s'appelle diabète. Parce qu'on lui dit, mais diabète ou quoi? D'accord. Et c'est vrai. Le gars, il dit, moi, raisonnablement, ton corps, il ne peut pas absorber un paquet de bonbons. Tu dis, t'es mal, tu manges 4 tablettes de chocolat. Vous voyez ce que je veux dire ou non? C'est comme si toi, si tu veux faire une recette d'omelette et tu mets 6000 œufs. Tu dis, reprends un peu. Non, je meurs, après je finis le plat. Ouais, c'est les cormans. Ben, ça s'appelle le dosage. Et ben exactement pareil. Quand la personne, elle est dans cette logique-là, de dire que la relation que j'ai avec la réalité, c'est que je suis chalem avec la réalité. D'accord? Donc je suis en paix avec ma réalité. Après, je suis en paix avec la différence de l'autre. Après, je suis en paix avec moi-même. D'accord? Mais encore une fois, de toujours savoir, est-ce que le manque, puisqu'on a dit que entier, ça sous-entend qu'il y avait un manque, est-ce que le manque, il faut le combler, ou est-ce que le manque, il faut le maîtriser? Dire qu'il n'y a pas de manque, c'est juste de la mytho. Ça n'existe pas. Il dit non, moi j'ai aucun manque, je suis bien dans ma peau. Ça n'existe pas. Ouais, parce que tu es bien dans ta peau, parce que tu as lutté contre quelque chose qui te déstabilisait. D'accord? De l'obscurité, elle vient la lumière. C'est-à-dire que c'est parce que tu as construit le couple que tu as un couple. Les gens ils disent non, mais nous on n'a pas de problème de couple. Non, mais il n'y a pas de couple. En fait, ils sont organisés pour vivre une vie de célibataire. Mais le jour où d'un seul coup, il y a quelque chose qui apparaît, parce qu'ils viennent chez moi, Rabbi Chetri, j'ai découvert que mon mari, j'ai découvert que ma femme, j'ai vu des textos bizarres, j'ai vu que... Je dis, mais écoutez madame, regardez-moi bien. Les deux mains, là, vous les voyez ou non? Si elles sont collées comme ça, est-ce qu'on peut mettre une troisième main au milieu? Donc s'il y a quelqu'un qui apparaît sur la photo, on était 2, non, on est 3, c'est qu'il y avait de la place. De la même manière que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur, de la même manière, l'apparition de la tierce personne dans le couple à 2, elle dépend de l'espace qu'il y avait entre nous deux. S'il y a quelque chose si la drogue, elle rentre entre toi et ton fils, c'est qu'il y avait de la place. Parce que s'il y avait solidarité, communion, communication, amour, principe, valeur, religion, comment elle rentre la drogue? Qu'est-ce qu'il a été chercher là-bas? Parce qu'il n'a pas le lien. Comme il n'arrive pas à avoir le lien, il a fait le joint. C'est pour ça qu'il ne veut même pas en parler. D'ailleurs, quand tu lui parles, tu lui dis, bon, mais est-ce que tu prends du shit? Il se met à bégayer, beuh. Il n'y a pas de beuh. C'est grave. Voilà, il te fait taire tout de suite, il ne veut pas en parler. Shit, il n'y a pas de shit. Tu parles clair, t'en prends ou t'en prends pas?
Moi, je comprends que chacun il doit se fixer une ligne. Mais c'est pas parce qu'elle est blanche qu'il faut l'aspirer. C'est de la folie, ça. Donc, vous avez compris qu'en vérité, la notion du shalom, ouais, de la paix, c'est pas comme on entend la paix, fait la paix, que la paix. Non, je suis pas Enrico, moi. D'accord? Non, la paix, c'est shalem. Shalem, c'est entier. Entier, c'est complet. Complet, c'est complété. Donc, il faut que je comprenne combien est-ce que l'autre me complète. Comment ma réalité me complète, comment ma famille me complète. Ouais. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas absorber la valeur de ce qui me complète si moi, je n'ai pas compris que j'ai quelque chose à compléter. Si un enfant de 8 ans, il me donne une leçon, ouais, ben, je dois réfléchir que des fois, les messages ils viennent des plus petits. Parce que peut-être les plus petits, il a moins d'expérience, mais les plus purs. En étant plus pur, il peut être l'enceinte d'un micro qui est tenu par le bon Dieu. C'est pour ça qu'on voit dans le Talmud que les grands tzadikim, ils posaient la question de prophétie à des enfants. On dit maintenant pourquoi la prophétie elle a été transmise aux faux aux enfants? Parce qu'ils n'ont plus le da'at, la conscience cartésienne qui va bloquer l'impact du message divin. Donc ils deviennent des transmetteurs à 100%. Moi je connais des très très grands hommes d'affaires, qui étaient professeurs dans des grandes écoles de commerce. Ils disaient moi je ne signe pas un contrat si je ne me demande pas ma femme. Je dis pourquoi? Il a dit j'ai plus confiance dans l'instinct de ma femme, l'intuition. C'est-à-dire quand il signait des gros trucs, des trucs à 600, 700 millions d'euros, il amenait le partenaire à manger à la maison, et à la fin il dit alors comment tu le sens? Et il dit je le sens pas. Ou je le sens bien, on y va. 600 millions d'euros. Maintenant le mec, ils ont fait les trucs, ils ont fait les comptes, ils ont fait les audits, il a tout fait. Il a dit d'abord ma femme. Qu'est-ce qu'elle pense? Pourquoi? Ça s'appelle l'intuition. Comme il a dit le petit rabbin tout à l'heure, ouais. C'est que la femme, elle est plus proche naturellement de l'homme. Alors que l'homme, il doit faire une démarche cartésienne pour atteindre l'intuition féminine. C'est pour ça qu'on dit qu'Einstein, ouais, à la fin de la vie, il avait des intuitions mathématiques qui n'ont été comprises par le CNRS qu'en 1995 par des centres de recherche spécialisés du CNRS sur les équations intuitives d'Einstein émises en 1905. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'Einstein, il a écrit une équation en 1905 sur un morceau de table, comme ça il a réfléchi, il avait trac. Le CNRS, ouais, CNRS, vous connaissez CNRS? Centre national des roulous sympathiques. D'accord? Ils ont mis 90 ans pour comprendre une intuition. Pourquoi? Parce que de vous à moi, si vous avez un peu l'esprit cartésien, ouais, la démonstration, elle est faite pour prouver à l'autre que ce que tu dis, c'est vrai. Mais quand tu n'as plus rien à prouver, ton intuition, elle est plus grande que ta réflexion. C'est pour ça c'est comme dans le dessin. Dans le dessin, il y a deux personnes qui savent dessiner. Les enfants, parce qu'ils dessinent ce qu'ils ressentent, et les artistes, parce qu'ils dépassent la technique. Mais au milieu, il y a les techniciens. Parce qu'au bout d'un moment, au lieu de dessiner le dessin, au lieu de dessiner ce que tu vois, tu dessines le dessin. Vous me suivez ou non? Oui. Alors, de la même manière que tu dessines le dessin au lieu de dessiner ce que tu vois, des fois, tu te fais ton opinion personnelle sur la personne au lieu de tenir compte de ce que la personne elle est. Des fois, tu te fais tes a priori parce qu'il est religieux, parce qu'il est grand, parce qu'il est mec, parce qu'il est truc, parce qu'il est... Tu dis, mais attends, mais dessine le dessin. Moi, par exemple, qui malheureusement est une capacité d'analyse extrêmement puissante, on appelle le scanner, je fais des efforts pour que mon cerveau ne soit pas prioritaire sur mon intuition et pour laisser la personne venir à moi. Maintenant, la personne, elle me dit je mens, ou elle me dit je dis la vérité, elle me dit je suis sincère, elle me dit je suis faux, elle me dit je suis religieux, je ne suis pas religieux, je le laisse venir. Alors qu'en vérité, la façon de parler, l'intuition, le ton de la voix, la courbe, la dimension enfant, adulte, la brillance du visage, la sueur, le mouvement des mains, c'est des millions de messages que déjà avant que la personne elle parle, déjà tu sais ce qu'elle va dire. Moi quand je fais le cours selon les réactions de chacun, je peux dire la question. Vous avez cette question-là? Oui, comment vous le savez? Oui, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai cette question. Je dis parce que si j'étais lié de terrain, je vous aurais bloqué sur cette question. Mais cette question, elle vient de quoi? Parce que vous vous sentiez agressé. Pourquoi? Parce qu'il y a un malaise. Le malaise, il vient de quoi? De ça et de ça. Et vous avez vécu ça. Il dit, mais vous êtes un prophète. Je dis, non. Mais malheureusement, vous êtes transparent. Je veux dire pourquoi? Parce que les gens qui sont uniques, tu ne peux pas les rendre prévisibles. Mais les gens qui suivent leur Yetzirah, ils sont prévisibles, puisqu'on a tous le même Yetzirah. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas choisi d'être eux-mêmes, ils sont comme tout le monde. Et tout le monde, c'est personne. Alors tu dis, ouais, mais je ne veux pas être comme tout le monde. Alors si tu veux être pas comme tout le monde, il faut que tu sois toi-même. Mais pour être soi-même, c'est difficile, parce que la société te fabrique des héros. Ouais. Maintenant, c'est quoi les héros aujourd'hui? Les chanteurs, les joueurs de foot, les deux personnes attirées par le vide. C'est extraordinaire. Les acteurs de cinéma, c'est des gens qui jouent un rôle. Donc ils ne sont pas eux-mêmes, parce qu'ils jouent un rôle. Vous savez pourquoi est-ce que les acteurs de cinéma consomment beaucoup de vitamines illégales? Vous savez pas pourquoi? Ben oui, parce qu'ils ont leur succès sur le fait qu'ils jouent un rôle. Mais en fait, eux, ils sont rentrés dans l'art pour être eux-mêmes.
Mais comme ils ont collé avec un rôle qui leur allait bien et qui a fait des milliards, donc maintenant on leur dit si tu sors de ton rôle, tu n'as plus aucune valeur. Du coup, ils sont condamnés à ne pas être eux-mêmes. Comment tu compenses la distance entre le fait que tu n'es pas toi-même et le fait que tu as envie d'être toi-même? Parce que tu comprends pas, le mec, je comprends pas. Il prend 20 millions de dollars par film. Il a une maison à Beverly Hills, 4000 mètres habitables. Il a la blonde, la russe, la blonde, la rousse, la brune. C'est toutes les formes de bière qui existent, il les a. Ouais. Il a une Lamborghini. Tu dis, mais pourquoi le mec, il est obligé de... Oh, il est mort d'une overdose. Il a été attrapé avec 6 grammes d'alcool dans le sang. Il a été attrapé avec 19 personnes dans son lit. Pas tous de la même race animale. D'accord? Donc, tu dis, mais alors, mais pourquoi? Mais il a tout pour être heureux, mais tu dis, moi j'en rêve. Moi je vais régulièrement à Los Angeles, d'accord? Je vois les baraques des gens, tu dis, ah, tu sais, c'est la baraque du pitre. Comment il s'appelle, le Brad? Ouais. Je dis, mais attends, le gars, il doit être truc. Alors, soit ils prennent des causes humanitaires extraordinaires, ouais, et pour essayer, parce que s'ils sont pas Angelica, ils essayent d'être jolis, d'accord, ouais. Et sinon, ils sont dans la perdition. Pourquoi? Toi, si tu avais cet argent-là, tu dis, ah, j'aurais une vie de famille équilibrée, j'aurais un temps pour l'étude de la Torah, je passerai du temps avec ma femme. Non, et l'autre, il part en délire. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme le Rav de Ibiza, là, comment il s'appelle Rabbi David, Guetta. Il organise c'est un Hazan incroyable, il organise des offices à Ibiza, d'accord? La logique, elle est simple. C'est que de la même manière qu'on a un corps, et au-dessus du corps, on a un cerveau. Et au-dessus du cerveau, on a une conscience, et au-dessus de la conscience, on a besoin d'avoir quelque chose au-dessus de la conscience, mais qui n'est pas humain. Parce que de l'humain à l'humain, on a vu ce qu'ils ont fait les humains, de l'humain à l'humain. Ouais, il ne faut pas que la conscience, elle soit humaine. La conscience de la conscience, elle doit être divine. Et de la même manière, la communauté, elle doit être dirigée par des gens qui eux-mêmes sont soumis à la crainte de Dieu, c'est-à-dire à une autorité supérieure à eux-mêmes. Sinon, ils ont voulu faire le capitalisme, en fin de compte c'était l'intérêt personnel, ils ont voulu faire le communisme, en mélangeant tous les biens en commun, mais attends, les mecs du Politburo vivaient avec 300 millions d'euros, et les autres ils crevaient la dalle, donc c'est un capitalisme caché, d'accord? Donc en vérité, il n'y a pas de différence. Seulement pourquoi? Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a dit parce que ce soit l'individu ou que ce soit la communauté, tous doivent être dirigés par une conscience qui est au-delà d'eux-mêmes. Nous, on appelle ça la religion, d'accord? L'autre, il appelle ça la constitution, l'autre, il appelle ça la priorité de la patrie, l'autre s'appelle ça l'union nationale, l'intérêt de la communauté. Trouve un mot qui soit au-dessus de la personne. Sinon, c'est dangereux. Et si vous allez me dire, mais qui a dit que ça existe? Alors, je vous donne un petit exemple. Et après, je vous laisse tranquille parce que là, je sens qu'il y en a parmi vous qui prient pour que je m'étouffe. Que je m'arrête. J'exagère. Mais on a 1h27, c'est bien 1h27. On va essayer de faire 30. Ouais. Ils ont caqué, les pauvres là-bas. Ça va, là, le Zoom? Ça va? C'est pas trop dur? C'est pas trop long? Oh, Nicole, elle en peut pas. D'accord. Voilà. Ouais, je vois. Donc, maintenant, regardez bien. Vous savez, quelqu'un, vous allez tout comprendre d'un seul coup. Quelqu'un, il veut se lever, il doit prendre un avion le lendemain à 6h du matin. Donc, il met son réveil à 4h. Disons, il doit être à 4h à l'aéroport, il met son réveil à 3h. Donc, il va dormir. Il dort, et le réveil à 3h. Super. Quand le réveil a sonné, il dormait. C'est bon. Maintenant, tout le monde a vécu ça. Tu as tellement peur de rater l'avion. À 3h moins quart, tu te réveilles. À 3h moins 5, tu te réveilles. À 3h moins 2, tu te réveilles. Tu te réveilles, écoute bien, et tu éteins le réveil. Alors, moi, je pose la question. Puisque tu as mis le réveil pour te réveiller parce que tu dormais, donc, puisque tu dormais, qui c'est qui t'a réveillé pour éteindre le réveil? Puisque tu dormais. Alors, tu dis, tu dormais pas. Tu dis, t'es bizarre, toi. C'est quand tu dors pas, tu dors pas. Et quand tu dors pas. Alors, quand est-ce que tu dors? Ça s'appelle la conscience de la conscience. Ça s'appelle le subconscient. Ouais. Comme dans la vie. Par exemple, tu aimes ta femme ou tu l'aimes pas? Bien sûr que je l'aime. Bien sûr, ma femme, mon amour, ma vie, la mère de mes enfants. Ok. Ah, elle a dépensé 1000 euros. Ah, qu'elle crève, qu'elle s'étouffe. Mais... Oui, mais c'est pas pour ça, c'est pas pour le principe, c'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. De quelle ville du Maroc tu viens, toi? Ouais. Donc en vérité, l'idée, c'est que tu t'es marié, tu as pratiqué le couple, mais tu n'as pas fait rentrer ta femme dans ton subconscient. Que au-delà de la colère, au-delà de la déception, au-delà des nerfs, même au-delà de la mort. Vous savez, moi j'ai vu des gens, ils ont perdu leur femme.
ils étaient à l'enterrement, ils ont enlevé les appareils pour écouter. Ils ont posé. Les enfants, ils disent, papa, tu mets pas les appareils? Il dit, il marche plus. Il dit, attends, on va te changer les piles. Il a dit, j'ai personne à écouter. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que c'est sa femme. Bon, il y a des enfants, les petits-enfants, ça fait plaisir. C'est qui la moitié de son corps? C'est elle. Ouais. Les parents, c'est pareil. D'accord? C'est pour ça que les parents, on les perd physiquement, mais on les garde génétiquement. Parce que je vous rappelle, en tant qu'enfant, que quand vos parents étaient jeunes gens, vous n'étiez pas nés, mais vous étiez quand même contenu en eux, au niveau génétique. D'accord? Quand ils vous ont mis au monde, ils n'ont fait que développer ce qui était potentiel. Maintenant, l'ADN, c'est quoi l'ADN? L'ADN. Vous savez ce que c'est l'ADN? L'ADN, si vous rajoutez le Yud de la Chorma, ça fait Adonai. Ouais. Tu ne peux pas lutter contre l'ADN, c'est le Yud Adonakol. Donc ça veut dire que si vous existiez dans vos parents alors que vous n'étiez pas nés, mais en potentiel, donc eux, ils existent à travers vous quand leur corps physique a quitté ce monde. C'est pour ça que les gens, ils vous croisent et vous disent, vous n'êtes pas la fille d'un tel, le fils d'un tel? Mais comment c'est possible? Est-ce que j'ai une tête de puce électronique? Un tel, c'est pas grave. Ouais. Il dit non. D'accord. Intel. Ça va? Faut arrêter Instagram. C'est pas grave. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ouais, si on a cette conscience-là, et c'est ça, encore une fois, nous on appelle la crainte de Dieu. D'accord? L'autre il appelle l'essence de l'être. L'autre il appelle l'intuition profonde. L'autre il appelle l'impulsion première de toute action, réflexion, pensée. C'est qu'en vérité, tout ce qu'on vit dans l'extérieur, c'est pour éduquer notre intérieur. Comme quelqu'un, il fait 10 ans de médecine, il doit devenir médecin. Maintenant, il y a des gens qui vont à la fac de médecine tous les jours, mais à la fin, tu leur poses une question, le mec, il est perdu, oui, non, oui. En vérité, il n'est pas devenu médecin. Donc, il y a des gens qui se côtoient pendant 20 ans, mais ils ne sont pas mariés encore. La preuve, dès qu'il y a une crise, tout explose. Il y en a, ils ont des enfants pendant 20 ans, mais ils ne sont pas devenus parents, parce qu'ils croient que parents, c'est une fois par an. Maintenant, celui qui est parent tous les jours de sa vie, pendant tout le moment où il a des enfants, il est parent. Donc, il a le souci. Eh bien, imagine-toi, la fille, elle est à New York en train d'accoucher, et la mère à Paris, elle n'arrive pas à dormir. Si vous pensez 4 fois de suite à quelqu'un, il est en train de chercher à vous appeler. Vous l'appelez, vous dites, j'ai en train de faire ton numéro. Tu dis, mais c'est quoi? C'est de la Wi-Fi, ça? C'est quoi? On est dans le même réseau? Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que la distance, elle existe dans le monde physique, puisque l'on dit que le monde physique, il y a l'espace, il y a la matière, il y a le début, il y a la fin. Mais dans le monde spirituel, dans le monde intérieur, il n'y a pas de distance. Donc ici et là-bas, c'est le même endroit. C'est la théorie des quarks. Ouais. Aujourd'hui, dans 1000 ans, c'est pareil. Donc tu fermes les yeux, tu es avec elle. Tu fermes les yeux, tu es avec lui. Donc c'est pareil. Nous, maintenant, on a fait un cours. D'accord? On a fait les Nishmat de Claude, André, Lévi, Cherbonnet, Ben Hélène. Mais nous, on sait que sa Neshama, elle est là. Nous, on le sait. Pourquoi? Parce que la distance entre les corps, il faut prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Mais la distance entre les Neshamot, il n'y a pas d'espace. C'est ici et maintenant. Donc maintenant, si vous avez écouté le cours, pour ceux qui ont réussi à suivre, parce que j'ai compris maintenant qu'il y en a qui sont un peu fatigués, ouais. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? On l'a fait pour lui. D'accord? Or, c'est quoi? Lui, c'est d'une volonté. Or, vous savez que les Bnei Israël sont comparés à des étoiles. L'étoile, même quand le corps de l'étoile a disparu, la lumière, elle continue à arriver à cause de la distance. Eh bien, quand le corps physique de la personne disparaît, sa volonté, puisqu'on a dit que la lumière, elle est comparée à la volonté, elle continue à arriver. Maintenant, si c'était quelqu'un de bonne volonté, nous, en prenant le relais de cette bonne volonté, on fait exister sa volonté. Or, comme la volonté, c'est le constituant premier d'une personne, puisque Ratzona Adam ou Mauto, l'essence de l'homme, c'est sa volonté, donc en faisant la continuité de sa volonté, on le fait exister. Par contre, si on fait le contraire, on va contre la volonté, parce qu'il y a des gens, ils ont la fracture parentale, le rejet, le malaise, le truc, Oedipe, ta soeur, ta mère. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la rébellion. Ouais, pourquoi? Mon père. Arrête. À 16 ans, 17 ans, c'est normal. Le droit d'être un CON est constitutionnel. Mais il faut passer à autre chose, ça y est. Tu te réconcilies, tu t'arranges, tu avances, tu développes, et tu reprends le mouvement. Et bien, c'est exactement ça. En vérité, la vie, c'est un relais entre les générations. Donc, tu prends le bon que tu as reçu, et le mauvais que tu as reçu. Tu sais, le mauvais que tu as reçu, il y a eu des erreurs aussi. Tu sais quoi? Tu dis que le pire, c'est une maladresse. D'accord? Et même avec le mauvais, tu fais du bon. Parce que le bon, ça devient une énergie positive, et le mauvais, ça s'appelle de l'expérience. Donc tu gagnes à tous les coups. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Le bon, il le dénigre parce qu'il dit ouais, c'est nul. Et le mauvais, il s'en rappelle. Parce que jamais j'oublierai. Jamais. Je porte les cicatrices de la souffrance frustrante que ma mère a refusé de m'allaiter. Mais toute ta vie, tu as allaité tout le monde. Toi, tu t'appelles le gratteur de la famille. D'accord? Ouais. Tu t'es accroché à tout le monde. Donne-moi. On dirait Enrico. D'accord? Non. Une personne,
elle doit aller vers l'indépendance. Mais elle ne doit pas rejeter son passé, parce que sans passé, il n'y a pas d'avenir. Et comme un jour, toi, tu seras le passé de quelqu'un, parce que tu es le présent de quelqu'un qui est passé. Tu es le futur de quelqu'un qui est passé. Donc un jour, tes petits-enfants, ils seront ton passé. Maintenant, est-ce que tes petits-enfants, ils diront « Oh là là, maman, mamie, c'était la folle du palace, c'était la beubon d'Ibiza. Ah, elle était connue, la plus grande stripteaseuse de France. » Ou ils diront « Non, c'était une sadéquette, elle a fait que du bien autour d'elle. Ouais, les gens, ils se rappellent d'elle. Elle a amené la Shekhina dans le monde. » Chacun a son niveau de religiosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un il veut connaître son passé, il regarde ses parents. Si quelqu'un il veut connaître son futur, il regarde ses enfants. Et si quelqu'un veut connaître son présent, il regarde son conjoint. Parce que tu ne peux pas mentir à ton conjoint. Ouais, parce que c'est la seule personne qui est restée présente quand tout le monde est parti. Voilà. Hazak ou Barour. Alors, on va aussi rajouter que le cours est dédié aussi pour l'élévation de l'âme de Daniel Bat Hélène.